Guadalupe Medina Pichardo est née le 16 janvier 2013 dans la municipalité de Nezahualcóyotl, située dans la région orientale de l'État de Mexico. Elle était la plus jeune fille de sa mère, une femme nommée Yadira Medina Pichardo, et de son compagnon, avec qui cette dernière entretenait une relation de longue durée. Bien que le nom du père de Guadalupe ne soit pas connu, il est établi que lui et Yadira ont eu ensemble deux autres enfants, nommés Angel et Karen. En outre, Yadira a également eu un autre enfant, dont le père demeure inconnu. D'après les informations disponibles, la mère de Guadalupe est née en 1989. Elle a grandi dans une maison modeste avec ses parents, dont les noms ne sont pas connus, ainsi qu'avec ses frères, César et Brian, et ses sœurs, Evelyne, Marina et Luz Maria. L'enfance de Yadira ne peut être qualifiée de paisible. Au contraire, elle fut marquée par de nombreuses difficultés, notamment des conflits fréquents entre sa mère et son père, qui travaillait alors dans une usine de confection textile. La mère de Yadira était profondément jalouse et accusait sans cesse son mari d'infidélité, ce qui rendait l'ambiance familiale invivable. En réalité, le père de Yadira était non seulement fidèle, mais aussi soucieux du bien-être matériel et affectif de la famille. Malheureusement, un jour, la tension entre les deux époux atteignit un point de non-retour, et le père de Yadira décida de quitter le foyer. Selon les dires de Yadira, elle ressentit à ce moment-là comme si une partie de son cœur s'était brisée. Peu de temps après, la situation au sein du domicile familial se détériora encore davantage. La mère de Yadira, profondément affectée par le départ de son mari, commença à user de plus en plus fréquemment de violences physiques à l'encontre de ses enfants. Il est difficile de déterminer la cause exacte de ce comportement, mais la colère de la mère semblait être dirigée tout particulièrement contre Yadira. L'un de ses frères, en l'occurrence César, tenta de la protéger et assuma même, dans une certaine mesure, un rôle paternel auprès d'elle. Toutefois, cela ne suffit pas à apaiser l'atmosphère oppressante du foyer. Quoi qu'il en soit, Yadira développa rapidement un comportement préoccupant, en particulier dans ses relations avec les autres. Un exemple frappant de cette dérive est le jour où, à l'âge de 7 ans, elle apporta des boissons alcoolisées à l'école et les distribua à ses camarades de classe. Bien entendu, une telle infraction entraîna certaines conséquences et, par conséquent, Yadira fut expulsée de l'établissement scolaire. C'est alors qu'elle décida de ne plus jamais retourner à l'école et aucun de ses proches ne tenta de la faire changer d'avis. En conséquence, elle n'apprit jamais véritablement à lire ni à écrire. Dès lors, Yadira commença à passer beaucoup plus de temps à la maison, ce qui ne fit qu'aggraver ses problèmes et intensifier les conflits avec sa mère. La jeune fille se mit même à réfléchir à un moyen de mettre un terme à cette situation. Ainsi, à l'âge de seulement 8 ans, elle s'enfuit de chez elle. Dans son imaginaire d'enfant, elle se représentait un avenir auprès de son père, qu'elle croyait prêt à l'accueillir. Toutefois, à peine 2 mois plus tard, celui-ci mourut des suites de complications liées au diabète. Par conséquent, Yadira fut contrainte de retourner vivre chez sa mère. Cette fois, elle comprit qu'en restant avec elle, elle deviendrait inévitablement la cible principale de sa colère et de ses agressions. C'est pourquoi elle décida de passer le plus de temps possible à l'extérieur du domicile familial. La rue devint bientôt une forme de refuge pour Yadira. De manière inattendue, elle se retrouva entourée de personnes sans abri, rassemblées en groupe pour tenter de survivre tant bien que mal. Et même si ces individus lui procurèrent un certain sentiment d'appartenance presque familial, ils lui transmirent aussi de mauvaises habitudes. Ainsi, malgré son jeune âge, Yadira commença à enfreindre la loi et à consommer des substances stupéfiantes. Lorsqu'elle n'avait que 12 ans, elle fut contrainte pour la première fois à des relations intimes. Ce n'était pas un inconnu, mais son propre oncle maternel. Je ne sais pour quelle raison, mais cet événement tragique la poussa à rentrer chez elle. Peut-être espérait-elle y trouver du réconfort ou du soutien auprès de ses proches. Cependant, lorsqu'elle finit par raconter à sa mère ce qu'elle avait subi, celle-ci entra dans une violente colère et la frappa avec un tuyau. Une telle réaction, logiquement, ne fit qu'approfondir la souffrance de la jeune fille, qui en vint à la conclusion qu'elle ne pouvait plus faire confiance à personne. Plus tard, en 2004, Yadira tomba enceinte pour la première fois. Comme le père de l'enfant refusa de reconnaître l'enfant, ce fut César, le frère de Yadira, qui devint de nouveau son principal soutien.
Il lui apprit à faire preuve de force et à affronter les épreuves que la vie mettait sur son chemin. Encouragée par les paroles de son frère et soucieuse du bien-être de sa future fille, Yadira cessa temporairement de consommer des drogues. Peu après, sa première fille, prénommée Bélène, vint au monde. Toutefois, Yadira ne voulait pas, ou ne pouvait tout simplement pas, assumer la garde de l'enfant. La responsabilité de l'élever revint donc à sa mère. Contre toute attente, la grand-mère fit preuve d'affection et de dévouement envers Bélène. Pendant ce temps, Yadira retourna à la vie dans la rue et recommença à consommer des stupéfiants. Elle choisit un quartier de la ville de Mexico appelé Pantitlán comme point central de ses activités illégales. Ce lieu, important carrefour du système de transport public, était en permanence très fréquenté. Ces conditions étaient idéales pour les petits délits auxquels Yadira se livrait pour subvenir à ses besoins. Elle se mit essentiellement à voler, bien que certaines rumeurs suggéraient qu'elle aurait parfois participé au transport de marchandises illicites. Sa mère venait souvent la chercher à cet endroit, tentant de la convaincre de rentrer à la maison, mais ses tentatives restèrent vaines. En réalité, Yadira s'était habituée à ce mode de vie, considérant la rue comme un refuge rassurant. Au bout d'un certain temps, Yadira fit la connaissance d'un jeune homme qui, comme elle, souffrait d'une dépendance. Leur relation se transforma en union amoureuse, et en 2009, ils eurent ensemble un premier enfant, prénommé Angel. 2 ans plus tard naquit Karen. Cependant, comme ce fut déjà le cas auparavant, Yadira confia leurs soins à ses proches, qui à leur tour les placèrent sous la garde d'une voisine nommée Laura. Quelques années plus tard, en janvier 2013, Guadalupe naquit. Yadira ne se rendit même pas à l'hôpital pour offrir à l'enfant des conditions de naissance adéquates. Avant même l'accouchement, elle avait décidé de confier le nourrisson à une famille d'accueil. Par conséquent, elle ne prit aucune mesure pour enregistrer officiellement sa fille, ni pour établir des documents légaux. Autrement dit, d'un point de vue juridique, Guadalupe n'existait tout simplement pas. Déjà en avril de la même année, Yadira fut arrêtée pour avoir tenté de voler des couches dans un supermarché de la ville. Elle fut alors condamnée à 2 ans et 4 mois de réclusion. Ainsi, Guadalupe, qui à cette époque était, pendant seulement quelques mois, Guadalupe resta sous la garde de sa tante Evelyne, qui, comme il s'avéra plus tard, souffrait elle aussi d'une dépendance. Peu de temps après, Evelyne commit un acte tout simplement inimaginable. Elle vendit la fillette à un éboueur du quartier nommé Gonzalo pour la somme dérisoire de 12 $ américains. Il convient de préciser que Yadira connaissait également Gonzalo. Il lui arrivait de le croiser par hasard dans la rue, mais personne n'osait lui dire que sa propre fille vivait avec lui. Chaque fois que Guadalupe appelait sa mère en prison, Yadira lui répondait que tout allait bien et que la fillette était toujours avec Evelyne. En réalité, Guadalupe passait son enfance auprès de Gonzalo. Ce dernier lui apprit à trier le plastique et à reconnaître les étiquettes sur les bouteilles qu'ils recyclaient ensuite ensemble. Pendant ce temps, Yadira, détenue en prison, passait ses journées dans l'attente des rares visites de son frère César. Il restait le seul à croire encore en elle, quelles que soient les circonstances. Il ne cessait de l'encourager et, malgré tout, ne l'abandonnait jamais, animé par l'espoir qu'un avenir meilleur était encore possible pour elle et ses enfants. Cependant, un jour, César ne vint pas. Quelques jours plus tard, Yadira apprit une terrible nouvelle. Son frère avait été agressé lors d'une tentative de vol. Il avait résisté à ses assaillants, et cela lui coûta la vie. Cette perte fut un véritable drame pour Yadira, et elle mit longtemps à s'en remettre. À sa sortie de prison, la seule chose qu'elle désirait sincèrement était de revoir Guadalupe. Lorsqu'elle découvrit enfin où se trouvait réellement sa fille, Yadira partit aussitôt à la recherche de Gonzalo et lui reprit l'enfant. Marina, l'une des sœurs de Yadira, comprenant que celle-ci n'avait ni les moyens financiers ni la stabilité nécessaire pour subvenir aux besoins de sa fille, lui proposa de venir vivre temporairement chez elle, le temps que la situation s'améliore. Yadira accepta cette offre avec soulagement, déterminée cette fois à reprendre sa vie en main et à s'occuper convenablement de Guadalupe. Après avoir vécu quelque temps chez sa sœur, Yadira s'installa avec sa fille dans une chambre louée dans la maison de Laura, la voisine déjà mentionnée. Je rappelle que ses autres enfants, Angel et Karen, vivaient également chez Laura. Pour subvenir à ses besoins et payer son loyer, Yadira trouva un emploi de vendeuse sur un étal de légumes dans un marché local. Il semblait que sa vie prenait enfin un tournant positif.
Mais une fois encore, tout bascula. Cela se produisit peu de temps après qu'elle se rendit au cimetière pour se recueillir sur la tombe de son frère. Sur place, les souvenirs affluèrent. Elle se rappela combien César avait toujours été là pour elle, la soutenant malgré ses fautes et sa vie marquée par la délinquance. Il faisait incontestablement partie des rares personnes qu'il avait aimées sincèrement. Quoi qu'il en soit, cette visite au cimetière fut une épreuve particulièrement douloureuse pour Yadira. Peu de temps après, elle retomba dans ses anciennes habitudes, renouant avec la consommation de drogues et d'alcool. Par conséquent, elle en vint à négliger complètement sa fille Guadalupe. Peu de temps après, Yadira fit la connaissance d'un jeune homme nommé Pablo Rodriguez Escamilla. On savait peu de choses à son sujet. Selon certaines sources, il serait né en 1990 au Mexique. Comme Yadira, il entretenait de mauvaises relations avec sa mère. De plus, Pablo avait de nombreux démêlés avec la justice. En réalité, il avait été poursuivi pour usage et trafic de stupéfiants. Au total, il passa environ 1 an en prison. Après sa libération, il reprit ses activités illégales, alliant vente de drogues et vols à l'encontre de passants. Au moment de sa rencontre avec Yadira, Pablo avait cessé de boire, bien qu'il éprouvât encore un fort désir d'alcool. Dès leur première rencontre, il invita la jeune femme dans un restaurant local pour partager quelques bières. Étonnamment, il se montra courtois et alla même jusqu'à régler l'addition. C'est ainsi qu'une relation amoureuse naquit entre Yadira et Pablo. Par la suite, ils commencèrent même à vivre ensemble, bien que leur vie commune se déroulât dans la rue. Après quelques mois passés avec son nouveau compagnon, Yadira se rendit chez Laura pour discuter de l'avenir de Guadalupe. Dans un premier temps, Yadira déclara qu'elle accepterait de laisser la garde de sa fille si Laura lui versait en échange la somme de 1 000 $ américains. Bien que Laura eût beaucoup d'affection pour l'enfant et désirât réellement la garder, le montant exigé dépassait largement ses moyens. En conséquence, Yadira reprit sa fille. Cependant, cette fois encore, la cohabitation fut de courte durée. Dès décembre 2016, Yadira prit la décision de confier sa fille aux soins d'une famille inconnue. Certes, à peine 2 mois plus tard, elle regretta son geste et ramena Guadalupe auprès d'elle. À cette époque, la situation de Yadira demeurait extrêmement précaire. Elle ne disposait d'aucun revenu stable et sa dépendance aux drogues ne faisait que s'aggraver. Son compagnon, alcoolique, ne lui apportait aucune aide, bien au contraire. Cette situation suscita une vive inquiétude parmi les proches de Yadira et son entourage. Il est avéré que certains d'entre eux lui proposèrent leur soutien, mais Yadira refusa systématiquement, à plusieurs reprises. Et ce, malgré le fait qu'elle-même ne prêtait pratiquement aucune attention à sa fille. Pire encore, Pablo se mit à se moquer de plus en plus fréquemment de Guadalupe, trouvant toujours des prétextes absurdes pour la réprimander. Un jour, alors que Belen était venue rendre visite à sa mère et à sa petite sœur, on apprit que Pablo avait de nouveau frappé Guadalupe. Peu de temps après, la grand-mère de l'enfant fut également mise au courant des mauvais traitements. Elle porte plainte auprès des services publics chargés de la protection de l'enfance. Cependant, cette démarche ne fut suivie d'aucune action concrète. À la mi-mars 2017, Guadalupe mouilla accidentellement son lit pendant son sommeil. Lorsque Yadira s'en aperçut, elle entra dans une violente colère et déversa toute sa rage sur la fillette. Les cris de cette dernière mirent Pablo dans une fureur encore plus grande et il porta à l'enfant plusieurs coups brutaux. Mais cela ne lui suffit pas. Il poursuivit ses violences avec une cruauté glaçante. Quant à Yadira, elle resta, comme toujours dans ces moments-là, complètement indifférente. La souffrance de sa fille ne semblait susciter en elle aucune émotion. Ce jour-là, tout se déroula selon ce même schéma tragique. Guadalupe chuta à nouveau au sol et se frappa violemment la tête. Il devint alors évident qu'elle était morte. Pourtant, cet événement tragique ne troubla ni Yadira ni Pablo. Sans émotion apparente, ils enveloppèrent le corps de l'enfant dans une couverture et le jetèrent, comme un vulgaire déchet, sur le terrain d'un quartier voisin. Le lendemain matin, un passant remarqua cette même couverture abandonnée. Par simple curiosité, il s'en approcha pour l'examiner de plus près. En la touchant, il comprit rapidement qu'un objet y était enveloppé. Rassemblant tout son courage, il la défit et découvrit le corps sans vie de Guadalupe. Elle portait un manteau vert et un t-shirt violet orné d'un motif féerique. L'homme estima que la fillette ne devait pas avoir plus de 5 ans.
Reprenant ses esprits, il alerta immédiatement la police. Les secours arrivèrent peu après sur les lieux. Accompagnés de policiers, les secours confirmèrent que la fillette était décédée. Selon les premières estimations, la cause principale du décès était un traumatisme crânien. Le corps de l'enfant fut ensuite transporté au bureau du médecin légiste local. Dans la foulée, les autorités ouvrirent une enquête officielle. Pendant ce temps, Yadira et Pablo rentrèrent chez eux. Ils se débarrassèrent de leurs vêtements, puis nettoyèrent les traces laissées sur les lieux du drame. Peu après, Yadira se blessa volontairement au visage et prépara un discours destiné à lui servir d'alibi, au cas où quelqu'un lui demanderait où se trouvait sa fille. Elle envisageait de faire croire que le père biologique de Guadalupe l'avait attaqué et enlevé l'enfant. Pourtant, lorsque Marina, la sœur de Yadira, lui posa des questions au sujet de sa nièce, cette dernière lui fournit une version totalement différente. Quelque temps plus tard, la police reçut les résultats définitifs de l'autopsie. En plus du traumatisme crânien évident, déjà observé par les enquêteurs sur les lieux de la découverte, le rapport mentionnait une autre cause possible du décès. Une hémorragie interne touchant le pancréas, le foie et les reins. Par ailleurs, les experts légistes déterminèrent que la fillette était âgée de 4 à 5 ans et qu'elle mesurait environ 10 cm de moins que la moyenne pour son âge. Sans aucun doute, ces conclusions étaient profondément alarmantes, car elles révélaient non seulement des violences physiques répétées, mais aussi une absence manifeste de soins et de nutrition appropriés. Toutefois, l'élément le plus troublant demeurait l'impossibilité d'identifier formellement la victime. En effet, aucun document officiel n'avait été établi à son sujet. Autrement dit, ni ses empreintes digitales ni son ADN ne correspondaient à une quelconque base de données policière. Plus déroutant encore, personne n'avait signalé la disparition de la fillette. Il semblait tout simplement que le sort de cet enfant n'importait à personne. Les mois passèrent ainsi. Pendant ce temps, toutes les informations disponibles sur l'enfant furent mentionnées à plusieurs reprises dans les médias. Toutefois, les autorités ne parvinrent jamais à identifier les responsables de sa mort, ni à retrouver ses proches. Pendant ce temps, Yadira et Pablo, sans exprimer le moindre remords, retournèrent à leur mode de vie habituel, fait de consommation de drogues et d'alcool. Et pourtant, contrairement à la mère de Guadalupe, terriblement détachée, il y eut une personne qui manifesta un intérêt sincère pour cette affaire. Il s'agissait d'une militante bien connue au niveau national, originaire de l'État de Jalisco, nommée Verónica Villalbazo, qui œuvrait principalement pour la défense des droits humains. Elle s'était notamment spécialisée dans les enquêtes relatives aux crimes impliquant des femmes ou des enfants comme victimes. Convaincue de l'inefficacité des efforts des autorités, Verónica décida de s'emparer de l'affaire et lança une vaste campagne afin de retrouver les proches de la fillette décédée. Peu de temps après, elle diffusa une image de l'enfant sur les réseaux sociaux. Plus tard, une artiste légiste du nom de Rosa Alejandra rejoignit l'initiative. Elle réalisa un nouveau portrait de Guadalupe qui fut ensuite régulièrement partagé dans les bulletins d'information. En conséquence, de nombreuses personnes commencèrent à écrire et à appeler Verónica, convaincues de reconnaître l'enfant. Toutefois, aucune de ces pistes ne permit de découvrir la vérité. Ce ne fut qu'à la fin du mois de novembre 2017 que Marina, la sœur de Yadira, vit à la télévision l'image de la fillette, encore largement diffusée. Elle pensa aussitôt qu'il s'agissait de sa nièce disparue, Guadalupe. Décidée à comprendre ce qu'il était advenu d'elle, Marina contacta Verónica et lui parla de l'enfant. Peu après, la militante lui rendit visite et lui montra une photographie prise par les enquêteurs au moment de la découverte du corps. Bien que Marina n'ait pas vu sa nièce depuis un certain temps, elle reconnut formellement Guadalupe. Ainsi, le 24 décembre 2017, le bureau du procureur général de l'État de Mexico procéda à l'arrestation de Yadira et Pablo en tant que principaux suspects du crime. Dans le même temps, des mesures préventives furent appliquées et tous deux furent placés en détention provisoire. Parallèlement, les experts comparèrent les échantillons d'ADN de Yadira avec ceux de la fillette et confirmèrent définitivement leur lien de parenté. Étonnamment, dès la première audience, les accusés présumés reconnurent les faits. Dans l'attente de leur procès, ils furent transférés dans un établissement correctionnel de réinsertion sociale situé dans la municipalité de Nezahualcóyotl. Cependant, le procès ne se tint qu'au début du mois de septembre 2019.
Le juge, César Menchaca, déclara d'emblée qu'il ne nourrissait aucun doute quant à la responsabilité des accusés dans ce crime odieux. Après la présentation de toutes les preuves, il déclara Yadira Medina Pichardo et Pablo Rodriguez Escamilla coupables du meurtre de la petite Guadalupe. Par décision de justice, les deux condamnés furent chacun condamnés à une peine de 88 ans de prison. En outre, ils furent sanctionnés d'une amende équivalente à plus de 30 000 dollars américains. De toute évidence, ils ne disposaient pas de cette somme. Ils devront néanmoins la rembourser en effectuant un travail quotidien tout au long de leur incarcération. Les avocats commis d'office pour assurer leur défense annoncèrent immédiatement leur intention de demander une réduction de peine. De son côté, Marina, la sœur de Yadira, demanda au tribunal de garantir la protection de sa famille, craignant que des proches de Pablo puissent chercher à leur nuire. Grâce à l'action inlassable et au dévouement de nombreuses personnes, l'affaire Guadalupe devint un cas emblématique, du moins en matière de quête de justice. D'août 1961 à mai 1962, Stanley Milgram, célèbre psychologue américain, mena une série d'expériences controversées dans le domaine de la psychologie sociale. Leur objectif était de déterminer jusqu'à quel point des individus pouvaient obéir aveuglément à une autorité, même lorsque les ordres reçus allaient à l'encontre de leurs principes moraux. Pour l'une de ces expériences, Milgram recruta un groupe de 40 personnes. Chacune d'elles devait appuyer sur le bouton d'un appareil censé administrer une décharge électrique à un individu situé dans une autre pièce, chaque fois que celui-ci répondait incorrectement à une question. Cet individu, en réalité un comédien, simulait la douleur. Au fil de l'expérience, la majorité des participants augmentèrent progressivement l'intensité des décharges, allant jusqu'au niveau maximal, simplement parce qu'une figure d'autorité présentée comme experte les y incitait. À l'issue de l'étude, Milgram conclut que, dans un contexte d'obéissance, les individus ont tendance à se déresponsabiliser de leurs actes. Il supposa qu'en exécutant des ordres explicites, ils cessent de se percevoir comme des agents autonomes et deviennent de simples instruments au service de la volonté d'autrui. Et si le cas que je m'apprête à évoquer semble illustrer de manière exemplaire ce type de comportement, il révèle aussi comment, dans des circonstances similaires, certains ont attribué à l'obéissance des pulsions qui leur appartenaient en propre. Le mardi 26 octobre 1965, la police d'Indianapolis reçut un appel téléphonique émanant d'un adolescent de 15 ans se présentant sous le nom de Richard Hobbs. Au bout du fil, il signala le décès d'une jeune fille prénommée Sylvia Likens, survenue au 3850, rue East New York. Incapable d'expliquer précisément les circonstances du drame, Hobbs affirma néanmoins avoir tout tenté pour la ranimer. Les policiers se rendirent aussitôt à l'adresse indiquée, une maison occupée par la famille Baniszewski, composée de plusieurs membres. Gertrude Baniszewski, âgée de 36 ans, y vivait avec ses 7 enfants, Paula, 17 ans, Stéphanie, 15 ans, John, 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis, 18 mois. 2 autres adolescentes, Jennifer, 15 ans, et Sylvia Likens, 16 ans, logeaient également dans la maison. Peu après leur arrivée, les agents découvrirent le corps sans vie de Sylvia Likens étendu sur un matelas dans le sous-sol. L'état du cadavre les bouleversa immédiatement. La jeune fille présentait de nombreuses contusions récentes, des lésions graves, un traumatisme crânien, des lèvres écrasées, des fractures aux jambes, ainsi que plusieurs brûlures profondes provoquées par des cigarettes. Sur l'abdomen, une marque en relief semblait représenter soit le chiffre 3, soit la lettre S. Non loin de là, les enquêteurs relevèrent une inscription gravée à l'aide d'un objet tranchant qui disait « Je suis une prostituée et fière de l'être ». Tous les membres de la famille Baniszewski, ainsi que Jennifer Likens, la sœur de la victime, et Richard Hobbs, l'adolescent à l'origine de l'appel téléphonique, furent interrogés en priorité. Tous livrèrent une version identique des faits. Selon leur déclaration, Sylvia Likens vivait avec sa sœur dans la maison depuis le mois de juin 1965. À cette époque, leurs parents travaillaient dans des foires itinérantes et parcouraient l'État pour des engagements professionnels. D'après le témoignage de Gertrude Baniszewski, Sylvia serait sortie la veille au soir avec un groupe de garçons. Le lendemain matin, Gertrude affirma l'avoir retrouvée allongée sur le seuil de la maison, vêtue de façon sommaire et couverte de multiples blessures. Toujours selon elle, en la découvrant,
Elle l'aurait immédiatement transporté à l'intérieur. Bien que partiellement consciente, Sylvia aurait été capable de rédiger un mot décrivant ce qui lui était arrivé. Gertrude ajouta que peu après, la jeune fille aurait perdu connaissance avant de succomber à ses blessures. Autant que l'on sache, le texte de cette note était adressé aux parents de Sylvia Likens et indiquait qu'elle était sortie avec un groupe d'hommes qui lui avaient promis de l'argent en échange de services destinés à les aider à se sentir bien. Elle expliquait être montée dans leur voiture, où ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient, avant de la battre violemment et de lui infliger de nombreuses blessures. Ces hommes auraient également gravé une inscription sur son ventre en la traitant de prostituée. Elle reconnaissait ensuite avoir tout fait pour mettre Gertrude en colère, en précisant qu'elle lui avait causé des ennuis, qu'elle l'avait contrainte à dépenser beaucoup plus d'argent qu'elle ne le pouvait pour s'occuper d'elle, et qu'elle avait endommagé un matelas neuf en urinant dessus. Elle ajoutait que Gertrude avait dû payer plusieurs factures médicales hors de sa portée, et qu'elle avait aussi causé beaucoup de stress aux enfants de la maison. Bien que tous les membres de la famille aient confirmé cette version des faits, la sœur de Sylvia, prénommée Jennifer, s'approcha discrètement de l'un des agents de police et le supplia de la faire sortir de cette maison. C'est alors qu'elle lui confia que sa sœur avait été victime de sévices pendant plusieurs mois, infligés non seulement par Gertrude Baniszewski, mais aussi par ses enfants aînés ainsi que par plusieurs garçons du voisinage. À la suite de ces révélations, tous les protagonistes mentionnés furent arrêtés et conduits au commissariat pour y être interrogés. Peu de temps après, une autopsie fut pratiquée sur le corps de Sylvia. Son état choqua profondément même les experts médico-légaux les plus expérimentés. Plus d'une centaine de blessures distinctes furent relevées, parmi lesquelles des plaies ouvertes, des ecchymoses, des entailles, des hématomes, des fractures osseuses et des brûlures causées par des cigarettes. Le corps présentait également des signes marqués de déshydratation et une malnutrition avancée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les spécialistes conclurent que la mort de Sylvia résultait d'une dénutrition sévère combinée à une hémorragie cérébrale provoquée par un violent coup porté à la tête, survenu environ 1 heure avant la découverte du corps par les forces de l'ordre. Quelques mois plus tard, en décembre 1965, Gertrude Baniszewski, ses 2 filles Paula, 17 ans, et Stéphanie, 15 ans, ainsi que son fils John, 12 ans, furent officiellement inculpés de meurtre. L'affaire fit l'objet d'un immense scandale public et fut qualifiée par la presse de dossier criminel le plus effroyable de son époque. Grâce aux témoignages croisés des principaux protagonistes, des voisins et de plusieurs autres témoins, les enquêteurs parvinrent à reconstituer avec une grande précision les faits ayant conduit à la mort de Sylvia Likens. Mais avant d'entrer dans le cœur du dossier, il convient de s'interroger sur les circonstances qui ont conduit Sylvia et sa sœur Jennifer à se retrouver dans cette maison. Selon plusieurs rapports, Sylvia et Jennifer étaient les filles de Lester et Betty Likens, un couple marié travaillant dans les foires itinérantes et sillonnant régulièrement l'État. Durant son enfance, Jennifer fut atteinte de poliomyélite, ce qui freina la croissance de l'une de ses jambes. Elle avait donc besoin d'une assistance constante et passait la majorité de son temps auprès de sa sœur Sylvia, qui veillait sur elle. Au début de l'année 1965, une violente dispute éclata entre les parents. Betty quitta alors le domicile familial avec ses filles. Peu de temps après, elle fut arrêtée et brièvement incarcérée. Sylvia et Jennifer se retrouvèrent livrées à elles-mêmes. Quelque temps plus tard, un ami commun leur présenta Paula Baniszewski, une adolescente de 17 ans, qui leur proposa de venir loger chez elle. À cette époque, la maison des Baniszewski était déjà connue dans le quartier pour accueillir un grand nombre d'enfants et d'adolescents. Beaucoup d'entre eux n'avaient aucun lien familial avec Gertrude, mais fréquentaient régulièrement la maison car elle les autorisait à fumer et à consommer de l'alcool. Bien que Gertrude se fût montrée dans un premier temps réticente à héberger les 2 sœurs, elle finit par accepter. Quelques jours plus tard, le père des 2 filles, Lester Likens, apprit qu'elle logeait chez Gertrude Baniszewski et se rendit à son domicile pour s'assurer qu'elles allèrent bien. Au cours de leur échange, Gertrude lui affirma qu'elle pouvait continuer à s'occuper des sœurs, à condition de recevoir 20 $ par semaine afin de couvrir les frais liés à leur hébergement. Les premiers jours se déroulèrent sans incident. Cependant, la situation se détériora rapidement. Lorsque Lester tarda à effectuer le paiement promis, Gertrude entra dans une violente colère et s'en prit physiquement aux 2 jeunes filles. À partir de ce moment-là, elle commença à les punir fréquemment, souvent sous des prétextes futiles ou sans fondement.
Elle paraissait particulièrement irritée par Sylvia, qu'elle accusait régulièrement de négliger son hygiène personnelle et de mener une vie dissolue. Bien entendu, aucune preuve ne venait étayer ces accusations, mais Gertrude se montrait de plus en plus hostile et agressive à l'égard de la jeune fille. Des Badger Bimint. En août 1965, un couple marié, Raymond et Phyllis Vermillion, emménagea avec ses enfants dans le même quartier que la famille Banisewski. Peu après leur arrivée, Phyllis se mit à la recherche d'une baby-sitter pour ses enfants et entendit parler de sa voisine, connue pour héberger plusieurs adolescents à la fois. Elle décida de lui rendre visite afin de mieux la connaître. À cette période, la situation financière de la famille Banisewski était extrêmement précaire. Tous souffraient de malnutrition sévère et ne se nourrissaient que de pain et de soupe. Le foyer manquait de vaisselle, obligeant chacun à attendre son tour pour manger. La maison était en outre insalubre et dégageait une forte odeur de renfermé. Mais ce qui frappa le plus Phyllis fut la présence d'une jeune fille maigre et réservée, arborant un œil au beurre noir. Gertrude, ayant perçu son regard insistant, lui révéla que la jeune fille s'appelait Sylvia et précisa qu'elle n'avait, selon elle, jamais été qu'une source d'ennui. Alors qu'elle quittait la maison, Phyllis fut témoin d'une scène violente. Paula, l'une des filles de Gertrude, s'approcha de Sylvia et lui lança une tasse d'eau chaude au visage. Choquée, Phyllis décida aussitôt qu'elle ne laisserait jamais ses enfants dans ce lieu. Il convient toutefois de souligner que Sylvia ne fut pas uniquement victime des agissements de Gertrude et de sa fille Paula. Elle était également fréquemment maltraitée par les autres enfants de la famille, notamment Stéphanie et John Banisewski. Mais en octobre 1965, la situation se détériora de manière dramatique. Les accusations selon lesquelles Sylvia mènerait une vie dissolue se multiplièrent. Gertrude en vint à frapper systématiquement les parties génitales de la jeune fille à chaque reproche formulé à son encontre. Apparemment, Gertrude était convaincue que Sylvia propageait des rumeurs affirmant que ce n'était pas elle, mais ses propres filles, Paula et Stéphanie, qui adoptaient un comportement inapproprié. Elle évoqua même ce sujet avec le petit ami de l'une d'elles. Lorsque Coy Hubbard, un adolescent de 15 ans, en fut informé, il décida de donner une leçon à Sylvia et la battit violemment. À cette époque, Gertrude commença également à faire courir des bruits selon lesquels Sylvia aurait tenu des propos dégradants sur les garçons du quartier. Elle invitait certains d'entre eux chez elle, les encourageant à se venger de la jeune fille. Elle-même semblait recourir aux formes de punition les plus cruelles. Un jour, elle brûla le corps de Sylvia à l'aide de plusieurs cigarettes à la fois. Peu après, les autres commencèrent à l'imiter. À ce stade, Sylvia avait complètement abandonné sa scolarité. Cela n'avait rien de surprenant compte tenu de son état physique, qui s'était considérablement détérioré. Son visage et son corps étaient couverts de blessures, et Gertrude lui interdisait régulièrement de s'alimenter, ce qui contribuait à l'affaiblir jour après jour. À la mi-octobre 1965, Sylvia quitta la maison pour tenter de récupérer quelques bouteilles vides, espérant ainsi gagner un peu d'argent afin de se nourrir. Lorsqu'elle rentra avec quelques pièces en poche, Gertrude l'accusa aussitôt de vol. Elle la força à se déshabiller devant plusieurs adolescents présents, puis l'obligea à insérer une bouteille dans son vagin. Quelques jours plus tard, Sylvia urina accidentellement sur le matelas où elle dormait. Ce geste involontaire pourrait avoir été la conséquence directe des sévices infligés à ses parties génitales. À la suite de cet incident, Gertrude et ses enfants aînés décidèrent de l'enfermer dans la cave. Avant cela, Sylvia fut contrainte une nouvelle fois à se déshabiller et on lui interdit l'accès aux toilettes. Tandis qu'elle tentait de se laver, on la força à s'immerger dans une bassine d'eau bouillante. Elle fut également projetée dans l'escalier et ses plaies furent frottées au sel. À chaque fois qu'elle exprimait sa faim, on lui saisissait la main pour l'obliger à ingérer ses propres excréments. Mais l'un des aspects les plus troublants de cette affaire demeure le fait que plusieurs adolescents furent témoins en même temps des sévices infligés à Sylvia. Et bien que la majorité d'entre eux ait fini par y participer activement, certains en parlèrent à leurs parents. Toutefois, ces derniers refusèrent de les croire ou minimisèrent la gravité des faits. Il fut néanmoins établi qu'une infirmière s'était rendue au domicile de la famille Banisewski le 15 octobre. Gertrude lui présenta la jeune fille en précisant qu'il s'agissait de Sylvia Likens, puis expliqua que la plupart des blessures qu'elle portait résultaient, selon elle, d'un accident domestique. Elle affirma également que Sylvia se prostituait régulièrement et vivait parfois dans la rue.
L'infirmière, ne disposant d'aucune preuve immédiate permettant de contester ces déclarations, n'eut d'autre choix que de les accepter et quitta finalement la maison. Un autre individu qui fréquentait régulièrement la maison des Baniszewski était Richard Hobbs, ce même adolescent de 15 ans qui avait alerté la police peu après la mort de Sylvia. Il fut supposé qu'il existait une forme de lien particulier entre lui et Gertrude. Bien que cela n'ait jamais été formellement établi, plusieurs témoignages indiquent que Gertrude lui portait une attention singulière. Un jour, alors que Hobbs se trouvait de nouveau dans la maison, Gertrude lui demanda de participer à la punition de Sylvia. Aux côtés de Paula, John, Shirley, Stephanie et du petit ami de cette dernière, Coy Hubbard, il aida à attacher les poignets de la jeune fille. Gertrude s'empara ensuite d'une bouteille en verre avec laquelle elle infligea des blessures supplémentaires à Sylvia. Puis, elle donna l'ordre de chauffer une aiguille afin de marquer son corps. Selon tous les témoins présents, juste après cet acte de violence, la jeune fille fut envoyée dans le sous-sol où Coy Hubbard poursuivit les sévices. Plus tard, la sœur de Sylvia, Jennifer, déclara à la police que, cette nuit-là, la jeune fille paraissait aussi faible que d'habitude. Le lendemain, Gertrude manifesta une certaine inquiétude quant à son état. Apparemment, elle prit conscience qu'elle risquait d'avoir des ennuis si Sylvia venait à mourir sous son toit. C'est dans ce contexte qu'elle força littéralement la jeune fille à rédiger une note à l'attention de ses parents, les informant qu'elle avait été blessée par des garçons qu'elle fréquentait. Peu de temps après, Sylvia tenta pour la première fois de s'échapper. Mais son extrême faiblesse physique permit à Gertrude de la rattraper et de la maîtriser sans difficulté. Par la suite, cette dernière tenta de lui faire manger des beignets, mais Sylvia, incapable d'avaler, les recracha. Gertrude entra alors dans une violente colère et la battit de nouveau. Un peu plus tard, le lundi 25 octobre, Sylvia fut à nouveau frappée, cette fois par Gertrude, ses enfants et plusieurs adolescents. Le soir même, Coy Hubbard et Stephanie Baniszewski la poussèrent dans l'escalier menant au sous-sol où elle resta inconsciente pendant plusieurs heures. Selon les experts médico-légaux, il est fortement probable que la chute dans l'escalier ait provoqué l'hémorragie cérébrale à l'origine du décès de Sylvia, aggravée par son extrême fragilité physique. Le mardi 26 octobre, lorsque Stephanie Baniszewski et Richard Hobbs tentèrent de donner un bain à Sylvia dans l'espoir de la ranimer, ils constatèrent qu'elle ne respirait plus. Peu après, Gertrude donna l'ordre à Hobbs de contacter la police. Il semble qu'elle comptait sur la note écrite sous la contrainte par la victime pour écarter les soupçons à son encontre. Cependant, à l'arrivée des agents, Jennifer, la sœur de Sylvia, raconta discrètement à l'un d'eux ce qu'il s'était réellement passé, et ce malgré les menaces de mort dont elle avait été l'objet. Comme mentionné précédemment, Gertrude Baniszewski, ses filles Paula et Stephanie, son fils John, ainsi que Richard Hobbs et Coy Hubbard furent les premiers à être arrêtés. D'autres adolescents impliqués dans les sévices furent également interpellés par la suite. Dans l'ensemble, l'affaire Baniszewski bouleversa l'opinion publique à l'échelle nationale. Il sembla inconcevable à la grande majorité des personnes suivant le procès qu'un groupe aussi important d'adolescents ait pu participer à un crime d'une telle cruauté sans manifester ni compassion ni remords. De surcroît, tous cherchèrent, d'une manière ou d'une autre, à faire porter la responsabilité à la victime elle-même. Richard Hobbs, qui accepta de coopérer avec les enquêteurs dès le début de l'instruction, affirma avoir agi correctement, convaincu que Sylvia avait insulté sa propre mère. John et Stephanie Baniszewski, tout comme Coy Hubbard, exprimèrent peu, voire aucune empathie envers la jeune fille, adoptant une attitude similaire à celle de Hobbs. Paula Baniszewski, quant à elle, était enceinte au moment de son arrestation. Elle semblait davantage préoccupée par sa santé et celle de son enfant à naître que par les conséquences judiciaires de ses actes. Dans un premier temps, Gertrude Baniszewski tenta de rejeter l'entière responsabilité sur ses enfants aînés et leurs amis. Toutefois, elle finit par reconnaître sa propre implication directe dans les tortures et les mauvais traitements infligés à Sylvia, tout en affirmant souffrir de troubles mentaux. Il est également important de rappeler que Gertrude Baniszewski naquit sous le nom de Gertrude Nadine Van Fossan dans l'État de l'Indiana, le 19 septembre 1929. Elle était le troisième enfant d'une fratrie de 6. Peu d'éléments sont connus concernant son enfance. Toutefois, il est généralement admis qu'elle entretenait des relations difficiles avec sa mère. À l'âge de 11 ans, elle assista au décès brutal de son père, victime d'un arrêt cardiaque. Cet événement la marqua profondément.
Gertrude entretenait une relation étroite avec son père et le fait d'avoir dû continuer à vivre seule avec sa mère eut un effet durablement négatif sur elle. Cette dernière était réputée pour son extrême sévérité et son tempérament autoritaire. Elle accusait fréquemment sa fille de mener une vie jugée immorale, ce qui renforça leur antagonisme. À l'âge de 16 ans, Gertrude quitta définitivement l'école et épousa un jeune homme du nom de John Baniszewski, son aîné de 2 ans. Le couple eut 4 enfants. Toutefois, il serait difficile de qualifier leur foyer de véritablement harmonieux. John était décrit comme un homme grossier et violent qui insultait fréquemment Gertrude et la maltraitait physiquement. Après une dizaine d'années de vie commune, ils divorcèrent. Peu de temps après, Gertrude entama une relation avec un certain Edward Guthrie, avec lequel elle s'installa brièvement. Leur union ne dura pas, et en 1963, elle se réconcilia avec son premier mari. Ensemble, ils eurent 2 nouveaux enfants. Mais cette tentative de reconstruire une vie conjugale échoua également. En 1964, alors âgée de 35 ans, Gertrude entama une nouvelle relation avec un jeune homme de 23 ans, Dennis Lee Wright, dont elle eut un 7e enfant. Il apparut par la suite que Wright s'intéressait avant tout à la location en espèces que Gertrude percevait pour ses enfants. Il quitta rapidement le domicile et ne revint jamais. Tout au long du procès, les avocats de Gertrude Baniszewski insistèrent sur la difficulté de son parcours personnel. Selon eux, leur cliente souffrait de graves troubles mentaux ainsi que de divers problèmes de santé, au point d'être trop affaiblie pour pleinement comprendre la nature des événements qui l'entouraient. Ces arguments, toutefois, ne suffirent pas à écarter sa responsabilité. Gertrude Baniszewski fut reconnue coupable et condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Paula Baniszewski fut également déclarée coupable et condamnée à la prison à vie, alors qu'elle était enceinte au moment du verdict. Coy Hubbard et Richard Hobbs furent, eux aussi, reconnus coupables et écopèrent d'une peine de 21 ans de réclusion. Il convient de noter que Richard Hobbs est décédé d'un cancer du poumon environ 4 ans après sa condamnation. Un autre accusé, John Baniszewski, fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 21 ans de prison. Quant à sa sœur, Stephanie Baniszewski, elle ne fut poursuivie que pour complicité criminelle et fut condamnée à une peine d'1 an de détention. Et bien que plusieurs experts aient décrit Gertrude Baniszewski, tout au long de l'enquête et du procès, comme une femme violente, instable et animée d'une cruauté sadique, elle adopta en détention un comportement jugé parfaitement normal. En 1985, la Commission des libérations conditionnelles la présenta comme une détenue exemplaire, décrite dans ses rapports comme une femme gentille, saine et stable, faisant de son mieux pour se réinsérer dans la société. Dans ce contexte, et malgré l'indignation persistante de l'opinion publique, Gertrude Baniszewski obtint sa libération conditionnelle près de 20 ans après son incarcération. Cette décision provoqua une vive controverse, d'autant plus que plusieurs organisations communautaires avaient recueilli, à cette occasion, plus de 50 000 signatures demandant qu'elle reste en prison. À sa sortie, début décembre 1985, elle accepta publiquement l'entière responsabilité de ses actes et exprima ses regrets, déclarant ressentir de profonds remords pour les souffrances infligées à Sylvia Likens. Gertrude Baniszewski est décédée d'un cancer du poumon le 16 juin 1990, à l'âge de 60 ans. Au-delà des détails macabres qui rendent cette affaire particulièrement sordide, ce fut surtout la facilité avec laquelle un groupe aussi important de jeunes gens participa à des actes d'une cruauté extrême qui bouleversa l'opinion publique. L'adhésion collective à une violence aussi abominable contre un être humain sans défense reste, encore aujourd'hui, difficile à comprendre. En ce qui concerne Gertrude, plusieurs éléments suggèrent que son comportement violent pourrait avoir été influencé par un état mental instable. Elle semblait souffrir d'une dépression profonde, probablement aggravée par ses échecs affectifs successifs. Certains observateurs ont également émis l'hypothèse qu'elle nourrissait une forme de jalousie envers Sylvia Likens, jeune, belle et pleine de vie, tout ce que Gertrude ne se sentait plus être. Cette frustration latente aurait pu la pousser à reproduire, inconsciemment ou non, les abus qu'elle-même avait subis de la part de sa propre mère. L'inscription gravée sur le ventre de Sylvia apparaît, dans cette perspective, comme une projection directe de cette jalousie et un acte de domination symbolique.
L'île de Jersey est située dans la Manche et fait partie des îles anglo-normandes. Elle s'étend sur 116 km² et compte plus de 100 000 habitants permanents. Bien que considérée comme une possession de la couronne britannique, l'île n'est pas considérée comme faisant partie du Royaume-Uni. Elle dispose également de son propre parlement et comprend plusieurs petites îles. Entre 1957 et 1971, la population locale a été terrorisée par un criminel surnommé la Bête de Jersey. En novembre 1957, une infirmière de 29 ans attendait un bus à l'arrêt de Saint-Hélier, la capitale de Jersey, lorsqu'elle a été attaquée par un homme portant un masque recouvrant entièrement son visage. Il lui a habilement passé une corde autour du cou, puis l'a traînée jusqu'au bord de la route et a abusé d'elle. La victime a subi des blessures assez graves, mais elle a réussi à survivre et à raconter ce qu'il s'est passé. Selon elle, l'agresseur avait un accent irlandais et une odeur de moisi caractéristique, mais elle n'a pas pu voir son visage. Après cela, il n'y a pas eu d'incident similaire jusqu'en mars 1958, lorsqu'une autre femme a été agressée à l'arrêt de bus où la première victime avait été attaquée. L'agresseur s'est approché d'elle par derrière, lui a passé une corde autour du cou et l'a traînée dans un champ. Plus tard dans l'année, en juillet, une autre femme a été attaquée et son corps torturé a été retrouvé près d'un arrêt de bus. En août 1959, un autre incident similaire s'est produit dans le sud-est de l'île, mais pas à un arrêt de bus cette fois-ci. On sait que la victime rentrait chez elle lorsqu'elle a été interceptée par un inconnu. C'est ce qui est arrivé à une autre femme en octobre de la même année dans la région de Saint-Martin. Cette fois-ci, la victime a réussi à se défendre contre son agresseur. Lorsqu'elle s'est rendue au poste de police pour signaler cet événement odieux, elle a fourni quelques détails importants qui pourraient permettre de retrouver son agresseur. D'après la description, l'agresseur est âgé de 30 à 40 ans et ne mesure pas plus de 170 cm. Il avait également un accent irlandais et une corde qu'il a utilisée pour tenter de la maîtriser. Les agents ont immédiatement fait le lien entre cette agression et les précédentes et ont réalisé qu'elles avaient été commises par la même personne. Toutes les victimes qui ont survécu ont parlé de l'odeur forte émanant de l'agresseur ainsi que de la brutalité avec laquelle il les avait maltraitées. C'est peut-être pour cette raison que les habitants l'ont surnommé la Bête de l'île de Jersey. Au début de l'année 1960, une autre agression similaire a été enregistrée, mais elle n'a pas eu lieu dans la rue. Elle s'est produite à la maison. De plus, l'enfant agressé dormait paisiblement dans sa chambre au moment des faits. L'agresseur est entré furtivement dans la maison, a passé une corde autour du cou de l'enfant et l'a maîtrisé ainsi. Il l'a ensuite emmené lentement à l'extérieur pour assouvir ses fantasmes dépravés. La deuxième agression a eu lieu au début du mois de mars. L'auteur s'est arrêté à côté d'une jeune fille qui marchait en direction d'un arrêt de bus et lui a proposé de la raccompagner chez elle. Pendant le court trajet, il s'est présenté comme médecin, ce qui a permis de gagner la confiance de sa victime. Néanmoins, la jeune fille a remarqué que l'homme était habillé de manière plutôt étrange. Elle a notamment été troublée par ses gants particuliers. Cependant, à cause de l'obscurité, elle ne pouvait pas voir son visage. À un moment donné, l'inconnu a quitté la route principale et a foncé dans un champ. Là, il a attaqué la victime et lui a bandé les yeux. Il l'a menacé de lui ôter la vie si elle ne satisfaisait pas sa demande. Les mains derrière la tête, il a traîné la jeune fille hors de la voiture et a commencé à l'agresser sexuellement. Il l'a ensuite remise dans la voiture. Cependant, il a manqué de vigilance et la jeune fille a réussi à se libérer et à prendre la fuite. La jeune fille s'est immédiatement mise à crier et, heureusement pour elle, 2 hommes qui circulaient en voiture ont arrêté leur véhicule et sont rapidement venus à son secours. Quelques jours plus tard, une nouvelle attaque a eu lieu. Une mère et sa fille vivaient dans un quartier relativement isolé et calme de Saint-Martin's, et il n'y avait littéralement aucun signe de trouble lorsque cet horrible incident s'est produit. La femme s'est réveillée vers minuit lorsque l'appareil a sonné au rez-de-chaussée de leur maison. Elle est descendue pour décrocher le combiné, mais n'a entendu qu'un léger déclic. Elle s'est ensuite recouchée et s'est endormie. Mais 1 heure plus tard, elle a été réveillée par un bruit étrange provenant de l'étage inférieur. Elle est descendue pour voir ce qui se passait. Mais à peine arrivée au rez-de-chaussée, la lumière s'est soudainement éteinte et elle a clairement entendu quelqu'un se déplacer dans le salon. Effrayée,
Elle s'est précipitée vers le téléphone pour appeler la police. Mais dès qu'elle a réussi à décrocher le combiné, elle a constaté que la ligne était coupée. L'inconnu, quel qu'il soit, avait apparemment réussi à couper les fils du téléphone. Puis, quelqu'un l'a attrapé par le cou et lui a demandé de lui donner de l'argent. Les cris de la femme ont immédiatement réveillé sa fille, qui est descendue. L'homme a alors lâché le cou de la femme, qui a profité de l'occasion pour courir vers la sortie. Très effrayée, elle a oublié de dire à sa fille de s'enfermer dans sa chambre et de ne pas sortir avant son retour. Arrivée à la maison la plus proche, elle a réveillé les voisins qui ont immédiatement appelé la police. Mais lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, l'agresseur avait pris la fuite. En avril de la même année, un autre incident similaire a été signalé. Une jeune femme de Groveville s'est réveillée tôt le matin en entendant un bruissement dans sa maison. Lorsqu'elle a ouvert les yeux, elle a vu un homme portant un masque monstrueux qui la regardait. La jeune fille s'est immédiatement mise à crier si fort que son voisin est venu à son secours. C'est la première apparition de l'homme au masque sinistre qui a terrifié toute la population de l'île pendant plusieurs années. Pendant un certain temps, personne n'a fait le lien entre cette attaque et les précédentes. Bien que le mode opératoire soit similaire, l'apparence de l'agresseur est quelque peu différente. En juillet 1960, un garçon de 8 ans a été enlevé devant chez lui. Un homme vêtu d'un imperméable l'a emmené dans un endroit isolé et l'a forcé à avoir des relations intimes avec lui. Étonnamment, après cet incident, les attaques ont cessé pendant un certain temps. Cependant, en février 1961, l'auteur des agressions a récidivé. Au total, 3 plaintes ont été déposées auprès de la police en février, mars et avril. Toutes concernaient des enlèvements d'enfants à leur domicile. À ce moment-là, la bête de l'île de Jersey sévit depuis plus de 3 ans et les policiers n'ont toujours pas réussi à l'attraper. Ils ont interrogé plus de 30 000 personnes et ont parlé à la plupart des habitants ayant un casier judiciaire. Mais ils n'ont jamais obtenu de résultats concrets. La presse était au courant de tous les détails de l'enquête et des manquements des policiers. Et tous les habitants étaient effrayés par la situation. Ils ont donc décidé de faire appel à un détective privé. L'une des premières actions de ce dernier a été de lancer un appel à la vigilance à l'attention de tous les habitants. Ils ont également reçu diverses instructions susceptibles de les aider à attraper le coupable. Au fil du temps, la police est arrivée à la conclusion que toutes ces attaques, bien qu'elles présentent quelques différences, avaient été commises par la même personne. Sur la base de cette hypothèse, un nouveau profil détaillé du suspect a été établi. On sait que l'auteur des faits attaquait le plus souvent la nuit, approximativement entre 22h et 4h du matin. Il commettait généralement ses attaques durant les week-ends. Il connaissait également très bien l'île, notamment les parties orientales. Il s'agit d'un homme âgé de 40 à 50 ans, de corpulence moyenne, mesurant au maximum 180 cm. Il avait un accent irlandais et une voix aiguë. Son visage était en grande partie caché sous un masque ou un foulard. Il pouvait porter une veste ou un imperméable jusqu'aux genoux. Il portait parfois un bonnet et des gants et dégageait une forte odeur d'humidité. Il portait une torche lors de ses attaques et suivait un schéma similaire à chaque fois. Il pénétrait dans les maisons par une fenêtre et s'emparait rapidement et silencieusement de ses victimes. Il leur bandait les yeux et leur passait une corde autour du cou. Il les emmenait ensuite dans un endroit isolé où il les maltraitait. Pendant les agressions, il parlait beaucoup. Il évoquait parfois sa femme et sa défunte mère, qu'il aurait tuée à cause de ses problèmes d'alcoolisme. Il était également un fumeur régulier. Toutes ces caractéristiques étaient courantes sur l'îlot, et si l'un des habitants avait le moindre indice sur l'identité de cet homme, il devait immédiatement contacter la police. Grâce à la diffusion de ces informations, l'auteur des faits a abandonné sa poursuite. Aucun nouvel incident n'a été signalé pendant 2 ans. Pendant tout ce temps, l'île a pu profiter d'une paix très attendue. Cependant, en avril 1963, la bête de l'île de Jersey refait surface et commet plusieurs attaques en même temps. En juillet 1964, ce dernier s'en prend à une petite fille dans le quartier de Trinity. Le mois suivant, une nouvelle attaque survient dans le quartier familier de Groveville. Après cela, une nouvelle période de calme s'ensuivit. En 1966, les autorités reçoivent une lettre étrange d'un homme qui prétend être la bête de l'île de Jersey. Dans cette lettre,
Il évoquait le crime parfait qu'il comptait commettre. Le criminel promettait également de laisser des indices permettant de l'arrêter. Lorsque la lettre a été reçue, les autorités ont pensé qu'elle avait peut-être été écrite par le criminel recherché. Après cela, on n'entendit plus parler d'autres attaques jusqu'en août 1970, lorsqu'un adolescent fut réveillé par une lumière vive qui inonda la pièce. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il découvrit un homme portant un masque monstrueux et une longue cape qui tenait une torche enflammée dans sa main droite. Il menaça le garçon de revenir faire du mal à ses parents s'il ne se taisait pas, puis il le conduisit à l'extérieur, le pencha vers lui pour l'intimider et le laissa partir. L'adolescent était très effrayé et sous le choc. Il a néanmoins réussi à décrire ce qui lui était arrivé. Mais le plus important n'était pas cela, mais les blessures laissées sur son visage et son corps. Elles étaient absolument identiques à celles trouvées sur la plupart des victimes précédentes. À l'époque, de nombreux habitants de Jersey pensaient qu'un homme nommé Alphonse le Gastelois, un fermier et un pêcheur excentrique, était à l'origine de toutes les attaques. Les gens étaient persuadés que c'était lui qui avait perpétré les attaques, car il correspondait à la description de l'auteur présumé mieux que quiconque. Certains sont même allés jusqu'à mettre le feu à sa maison. Cependant, cet événement a confirmé son innocence, car les restes de l'incendie n'ont révélé aucune preuve de sa culpabilité. L'homme s'est ensuite retrouvé sans abri et a décidé de quitter l'île, mais les attaques n'ont jamais cessé. Vers minuit, le 10 juillet 1971, 2 policiers en patrouille dans la région de Saint-Hélier ont aperçu une voiture Morris 1100 franchir un feu rouge. Les policiers se sont immédiatement lancés dans une course-poursuite qui n'a pas duré plus de 5 minutes. Au terme de celle-ci, le conducteur a sauté de la voiture et a tenté de prendre la fuite, mais l'un des agents l'a rattrapé. L'homme a ensuite été emmené au poste de police. Les patrouilleurs ont alors remarqué les vêtements inhabituels du détenu. Il portait un manteau en lambeaux qui descendait jusqu'aux genoux et dont les revers étaient hérissés de pointes. Des bandes de tissu étaient enroulées autour de ses poignets sur lesquels étaient plantés des clous. Son pantalon et sa cape étaient également en lambeaux. Pour une raison inconnue, il l'avait également glissé dans ses chaussettes. Il portait également des bottes noires et rugueuses aux pieds, dont l'odeur forte d'humidité indiquait la présence. La tenue de l'homme était déjà très étrange, mais lorsqu'il sortit les poches de sa cape, l'étrangeté devint encore plus manifeste. Parmi les objets qu'il y avait dans ses poches, il y avait une petite torche, un bonnet de laine, 2 longs lacets, plusieurs paquets de cigarettes vides, un écheveau de ruban adhésif, ainsi qu'une perruque noire et un hideux masque en caoutchouc aux multiples plis. Interrogé sur son accoutrement étrange et la raison pour laquelle il tentait de se cacher des agents de patrouille, il a répondu qu'il se rendait à une fête singulière. Il a ensuite déclaré que les clous et les pointes sur ses vêtements étaient nécessaires pour le protéger des personnes qui pourraient tenter de l'attaquer. Il n'a rien dit non plus au sujet du masque et de la perruque effrayant. Il ne savait tout simplement pas comment s'y prendre pour expliquer cette tenue. Plus tard, les policiers ont remarqué qu'il y avait des marques visibles de ruban adhésif sur son visage, indiquant qu'il avait clairement mis son masque peu de temps avant d'être arrêté. Le lendemain, les autorités ont procédé à une perquisition au domicile du détenu. Il ne faisait plus aucun doute qu'il s'agissait de la bête de l'île de Jersey. Cependant, ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la maison les a choqués au plus haut point. Une porte menant à une pièce secrète a été découverte dans la chambre principale. Lorsque les agents ont ouvert la porte, ils ont été immédiatement frappés par une odeur âcre de moisi. À l'intérieur de la pièce se trouvaient plusieurs vêtements, dont un vieux manteau beige, ainsi que des perruques et des faux sourcils. Un appareil photo était accroché à l'un des murs, ainsi que plusieurs photos de maisons et un hôtel de fortune sur lequel étaient disposés divers objets ayant apparemment un rapport avec la magie noire. On y trouvait également un certain nombre de livres et de manuscrits consacrés à des rituels occultes. Au terme des recherches, les autorités ont officiellement annoncé l'arrestation de la bête de l'île de Jersey. Il faut dire que la plupart des habitants ont été choqués d'apprendre qu'il s'agissait d'Edward Pesnell, un homme que tout le monde dans le quartier croyait inoffensif. Il était originaire de l'île de Jersey et issu d'une famille aisée. Il avait 46 ans au moment de son arrestation. Edward était en effet un entrepreneur en bâtiment bien connu, directement impliqué dans un grand nombre de projets de construction dans toute l'île. Il était également marié à Joanne Pesnell. Ils se sont mariés en 1959, mais leur mariage n'a pas été épanoui. Ils n'ont jamais été très proches.
et c'est seulement après la naissance de leur fille qu'ils ont commencé à vivre comme mari et femme. Auparavant, Joanne dirigeait un petit orphelinat où elle a rencontré Edward. Les enfants de l'orphelinat le connaissaient comme un homme qui avait toujours des bonbons et des cadeaux. Il se déguisait en Père Noël chaque année pour leur offrir des cadeaux. Il a toujours semblé être un homme gentil et correct. Son seul acte controversé connu est peut-être le vol de provisions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a même été condamné à 1 mois de prison pour cela. Mais un jour, tout a changé. Il avait construit une petite extension à la maison avec un bureau et un salon. Le soir, il allait souvent pêcher et personne ne remarquait rien d'étrange dans son comportement. Même son épouse, Joanne, pensait que c'était un homme normal qui n'avait tout simplement pas envie d'avoir des relations intimes avec elle. Le procès d'Edward Pesnel, accusé de 13 chefs d'abus sur des victimes de tous âges, s'est tenu peu de temps après son arrestation. Bien que plus d'une centaine de personnes l'aient collectivement désigné comme leur agresseur, sa culpabilité n'a pu être prouvée que dans 6 cas. Selon le tribunal, celui que l'on appelle la bête de l'île de Jersey n'a jamais tué personne, bien qu'il ait été considéré comme suspect dans plusieurs meurtres. Sa principale motivation était sa foi alternative. C'est du moins ce que l'on peut déduire compte tenu de son obsession pour la magie noire. Pesnel lui-même n'a pas pu expliquer ce qui l'a poussé à commettre autant d'actes criminels. Il n'a donné que des réponses évasives, dépourvues de sens, et a la plupart du temps parlé de rituels ésotériques en tout genre. Chaque fois qu'on a essayé de l'accuser d'une quelconque agression, Edward a simplement répondu que la police devait d'abord prouver sa culpabilité. Au cours du procès, il est apparu non seulement à quel point Edward Pesnel était rusé, mais aussi combien ses attaques étaient planifiées. De nombreux éléments de preuves recueillis sur les scènes de crime indiquent qu'il choisissait chacune de ses victimes à l'avance. Parfois, il le faisait bien avant l'attentat. Ce fait explique comment il savait avec certitude dans quelle chambre se rendre et comment ne pas déranger les autres membres de la famille des victimes. Edward, plus que quiconque, savait comment entrer et sortir de la maison le plus discrètement possible. Quant à l'accent irlandais qu'il utilisait lors des attaques et aux cigarettes qu'il laissait souvent sur les lieux du crime, c'était uniquement pour semer la confusion parmi les enquêteurs. Edward ne fumait d'ailleurs même pas. Le masque qu'il portait était conçu non seulement pour se déguiser, mais aussi pour terroriser ses victimes. Il lui était ainsi plus facile de s'emparer de leur esprit. Les clous et les pointes sur ses vêtements étaient placés de manière à ce que la victime se blesse en essayant de résister. La lettre remise à la police, dans laquelle l'auteur parlait fièrement de ses actions et de ses projets, a bien été écrite par Edward lui-même. Après plusieurs examens médicaux, il a été établi qu'il était un homme d'une incroyable méchanceté. Il n'était toutefois pas malade mentalement. Il commettait des crimes parce que cela lui procurait un immense plaisir. En fin de compte, il n'a fallu que 38 minutes au tribunal pour rendre un verdict préliminaire concernant l'ensemble des chefs d'accusation. Edward a été maintenu en détention jusqu'à ce que le jugement final soit rendu. Peu de temps après, il a été condamné à 30 ans de prison. Pesnel a ensuite tenté de faire appel de la sentence, mais son appel a été rejeté. Il n'a toutefois purgé que les 2/3 de sa peine de 30 ans de prison et a été considéré comme un prisonnier modèle. Une fois libéré en 1991, Edward est retourné chez lui. Il n'a toutefois pas vécu longtemps sur l'île de Jersey, car les habitants ne lui ont littéralement laissé aucun répit. Il n'a finalement pas eu d'autre choix que de s'installer sur une île voisine, où il est mort d'une crise cardiaque en 1994, soit 3 ans seulement après sa libération. L'affaire Edward Pesnel figure sans aucun doute parmi les plus étranges et effrayantes de l'histoire. Il a terrorisé la population d'une île entière pendant des années. Cette affaire laisse pantois tous ceux qui pensaient qu'Edward était un homme bon. Elle prouve une fois de plus que les gens ne sont pas toujours ceux qu'ils prétendent être. Liliana Hara a longtemps pleuré sa fille Rosalia, dont les restes n'ont été retrouvés qu'1 an après sa disparition. Elle était jeune et pleine d'espoir, mais les dernières années de sa vie ont été marquées par de grandes souffrances. À la fin, elle est devenue un symbole tragique de la lutte contre les violences faites aux femmes en Argentine. Rosalia Daniela Jara est née le 12 septembre 1997 à Fortin Olmos, une petite ville du département de Vera, dans la province de Santa Fe, en Argentine. Elle a grandi dans une famille modeste mais chaleureuse, dirigée par sa mère, Liliana Jara.
Rosalia a passé toute son enfance et son adolescence à Fortin Olmos, où elle a effectué ses études primaires dans une école du quartier San José Obrero. Elle a toujours rêvé de devenir enseignante ou policière. C'était une jeune femme douce et attentionnée, particulièrement dévouée à sa famille. Alors qu'elle était en 6e année, Rosalia a rencontré un homme nommé Juan Oscar Valdés. Il était enseignant suppléant, remplaçant occasionnellement les titulaires. Bien que Rosalia soit encore une enfant et que Juan soit marié, ils ont entamé une relation amoureuse qu'ils ont gardée secrète pendant plusieurs années. En réalité, leur différence d'âge était considérable. Selon certains rapports, Rosalia n'avait que 13 ans, tandis que Juan en avait 32. La jeune fille n'a confié l'existence de cette relation qu'à sa sœur. Sa mère, Liliana, ne l'a découverte que lorsque Rosalia est tombée enceinte. Après la naissance de sa fille Alma, Juan s'est éloigné de Rosalia et a refusé de reconnaître l'enfant. Environ un an plus tard, Rosalia a commencé à vivre avec un homme nommé Aldo. Là encore, une grande différence d'âge les séparait. Leur relation n'a jamais été vraiment paisible et, après une énième dispute, ils ont décidé de se séparer. Le samedi 1er juillet 2017, Rosalia est allée voir sa mère pour lui demander de s'occuper de sa fille de 2 ans, Alma. Elle a quitté la maison sans emporter presque rien. Liliana pensait que sa fille ne comptait pas s'absenter longtemps. Et c'était probablement le cas, jusqu'à ce que quelqu'un bouleverse ses plans. Ce soir-là, Rosalia portait une veste de sport rouge à capuche, un jean bleu et des baskets roses qu'elle venait d'acheter. Selon certaines rumeurs, elle serait allée jouer aux cartes avec les 400 derniers pesos, l'équivalent de 20 $ américains, qu'elle avait empruntés. D'après ses propres mots, elle avait besoin d'argent et avait décidé de tenter sa chance. Vers 9h du soir, Liliana a appelé sa fille. Rosalia lui a répondu qu'elle se trouvait dans un bar et qu'elle passait la soirée avec des amis à jouer au stud poker à 5 cartes. En fin de compte, Rosalia n'a rien dit à sa mère qui aurait pu éveiller ses soupçons. Ce fut la dernière fois qu'elles ont été en contact. Vers 10h du soir, Rosalia a été aperçue quittant le bar. Elle parlait au téléphone portable et se dirigeait vers le poste de contrôle. Après minuit, Liliana a tenté en vain de joindre sa fille, mais celle-ci ne répondait pas. Le lendemain, elle s'est rendue au poste de police pour signaler la disparition de Rosalia, qui n'était pas rentrée chez elle. Pour Liliana, cette situation était incompréhensible, car elle savait que sa fille aimait profondément Alma et qu'elle n'aurait jamais pu l'abandonner ainsi. Cependant, les policiers n'ont pas pris les déclarations de la mère au sérieux et ont refusé de lancer des recherches, affirmant que la jeune femme de 19 ans avait probablement choisi de ne pas rentrer volontairement. Plusieurs jours se sont écoulés depuis le signalement initial de Liliana, mais les autorités locales n'ont toujours rien entrepris pour retrouver sa fille. Une semaine après la disparition de Rosalia, des militantes féministes locales ont organisé une manifestation pour faire pression sur les autorités judiciaires. Le 11e jour après la disparition, les autorités ont finalement lancé une opération de recherche couvrant Fortin Olmos et ses environs. Quelques semaines plus tard, des fonctionnaires locaux ont rejoint les recherches, de même que des agents de l'unité de lutte contre la traite des êtres humains. Pendant plusieurs jours, ils ont fouillé méthodiquement chaque lieu et ont fini par découvrir plusieurs objets susceptibles d'être liés à la disparition de Rosalia. Cependant, leurs attentes ont été déçues. Aucune preuve décisive n'a été trouvée. Il convient de noter qu'après la disparition de la jeune fille, presque toute l'attention des autorités s'est portée sur Juan Valdés. La police a constaté qu'il avait quitté son domicile vers 9h du soir le 1er juillet, au volant d'une Toyota Corolla blanche, et que son itinéraire coïncidait en partie avec les déplacements présumés de Rosalia. Il a également été établi que Juan n'est rentré chez lui qu'après 1h du matin. En outre, plusieurs jeunes présents près du bar ce soir-là ont affirmé avoir vu une voiture blanche aux vitres teintées, semblable à celle de Juan. Apparemment, ce dernier savait que les policiers le soupçonnaient d'être impliqué dans la disparition de Rosalia. Sinon, comment expliquer qu'il ait détruit son téléphone peu avant que l'appareil ne soit saisi par les autorités ? L'examen de l'historique des appels et l'analyse de la localisation du téléphone de Rosalia, qui n'a malheureusement jamais été retrouvé, ont également permis d'identifier Juan. Selon les données disponibles, la nuit de la disparition de la jeune femme, une vingtaine d'appels ont été enregistrés entre leurs 2 numéros de téléphone portable. Plus inquiétant encore, la plupart de ces appels avaient été initiés par Juan. En outre, l'analyse de la géolocalisation par triangulation des signaux d'antenne a révélé qu'à un moment donné, les téléphones portables de Rosalia et de Juan se trouvaient à proximité l'un de l'autre.
De plus, le système de navigation par satellite, également appelé GPS, a enregistré que la voiture de Juan avait traversé une zone boisée à la périphérie de la ville. Sur la base de ces éléments et des dépositions de plusieurs témoins, l'homme a été arrêté à la fin du mois de juillet 2017. Le 9 août 2017, au petit matin, les policiers ont lancé une série d'opérations visant à reconstituer la chronologie des événements ayant précédé la disparition de Rosalia. Les représentants du ministère de la Sécurité ont confirmé qu'au cours de ces opérations, plusieurs perquisitions avaient été effectuées. L'une d'elles s'est déroulée dans le centre de santé municipal et les deux autres au domicile de plusieurs policiers, qui se sont révélés suspects par la suite. La perquisition menée au centre de santé avait pour principal objectif de rechercher des preuves éventuelles indiquant que Rosalia aurait subi un avortement peu avant sa disparition. Cette hypothèse a finalement été écartée. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent et le principal suspect refuse toujours de s'exprimer sur sa relation avec Rosalia ainsi que sur les nombreux appels téléphoniques qu'il a passés le jour où elle a été vue vivante pour la dernière fois. En avril 2018, lors de l'audience relative à la mesure de contrainte tenue à Vera, le juge du tribunal pénal préparatoire a rejeté la demande de l'avocat de Juan visant à obtenir sa remise en liberté pendant la durée du procès. En outre, il a ordonné que l'accusé reste en détention pour une durée indéterminée, estimant que le risque d'entraver les témoignages ou d'influencer les témoins demeurait. Quant aux déclarations de l'avocat de Juan, celui-ci a affirmé que l'accusation ne disposait d'aucune preuve incriminant son client dans les faits reprochés. Il a également soutenu que son client avait coopéré avec les autorités depuis le début de l'enquête. Enfin, il a réfuté les arguments du parquet selon lesquels Juan aurait intentionnellement détruit son téléphone pour faire disparaître les preuves matérielles. Le dimanche 26 août 2018, deux chasseurs ont découvert des restes humains près d'un ruisseau dans la commune de Golondrina. Il s'agissait d'un crâne et de plusieurs fragments d'ossements humains. En outre, une veste de sport, des baskets roses et plusieurs autres objets personnels susceptibles d'appartenir à la victime ont été retrouvés au même endroit. Les proches de Rosalia ont reconnu la plupart de ces objets. Les restes ont été transportés à l'Institut de médecine légale pour une analyse anthropologique. Peu après, la police d'investigation s'est rendue au domicile d'Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, car c'est là que la jeune femme vivait au moment de sa disparition. Avec l'autorisation du propriétaire des lieux, les enquêteurs ont pénétré à l'intérieur et ont trouvé une serrure correspondant à la clé découverte dans la poche de la veste de sport. Cependant, Aldo a affirmé avoir dû forcer la porte d'entrée, car il n'habitait plus à cette adresse depuis longtemps et ignorait où se trouvait son trousseau de clés. Le 8 septembre 2018, les enquêteurs ont mené plusieurs nouvelles opérations liées à l'affaire. La première s'est déroulée dans les locaux du service municipal de santé et avait pour objectif principal de prélever des échantillons de sang sur Liliana et sa petite-fille Alma afin de procéder à une analyse comparative de l'ADN dans le but de déterminer si les restes retrouvés appartenaient à Rosalia. Au début du mois de novembre de la même année, le personnel de l'Institut médico-légal argentin a confirmé que les restes retrouvés étaient bien ceux de la jeune femme disparue. Le rapport final indique que la probabilité que les échantillons analysés appartiennent à Rosalia est de près de 100%. Bien que les experts médico-légaux n'aient pas été en mesure d'établir la cause exacte du décès, il est évident que la mort de la victime résulte d'un acte de violence physique. Cette conclusion est étayée par la présence de graves lésions dans la région de la pommette gauche, ayant conduit à une destruction partielle du crâne. Pour Gustavo Latorre, le procureur en charge de l'affaire, les informations obtenues constituent une avancée décisive dans l'enquête. Quelque temps plus tard, après l'accomplissement de toutes les procédures nécessaires, la dépouille de Rosalia a été remise à sa famille pour être inhumée. Après avoir obtenu la confirmation circonstancielle que Rosalia avait perdu la vie à la suite d'un acte de violence physique, le parquet de l'État a annoncé que le crime était désormais requalifié en féminicide. Ce n'est qu'un an et demi après la disparition mystérieuse de Rosalia que l'affaire a donné lieu à un procès oral et public. Le 18 décembre 2018, Juan Valdez a été officiellement accusé de féminicide. L'avocat de la défense s'est opposé à cette qualification, soutenant que les causes exactes de la mort de Rosalia n'avaient jamais été établies. Après avoir entendu cet argument, le tribunal a ordonné l'exhumation des restes pour un nouvel examen. Quelques mois plus tard, le juge initial a été relevé de ses fonctions en raison d'une présumée partialité envers l'accusé. Le 2 juillet 2018, le nouveau juge a entamé ses fonctions en rejetant une nouvelle demande de l'avocat de Juan visant à annuler la décision de prolonger sa détention provisoire.
Durant toute la phase préliminaire de l'affaire, les médias locaux ont régulièrement rendu compte des aspects les plus marquants de l'enquête. En particulier, ils ont rapporté que le procureur général, Gustavo Latorre, avait affirmé que Juan avait tué Rosalia parce qu'elle réclamait de l'argent pour l'entretien d'Alma. Selon le procureur, Juan savait parfaitement qu'Alma était sa fille. Gustavo Latorre a précisé qu'1 jour avant sa disparition, Rosalia avait appelé Juan pour lui reprocher à nouveau son refus de soutenir et de reconnaître sa fille. Parallèlement, les médias ont également couvert l'action en justice intentée par Aldo, l'ancien compagnon de Rosalia, visant à prouver qu'Alma n'était pas réellement sa fille. Il semblerait qu'Aldo ait engagé cette procédure pour tenter de récupérer la maison où Rosalia vivait récemment et qu'il avait été contraint de quitter par décision de justice à la suite d'une plainte de Rosalia pour violence physique. Pour en revenir au procès, selon l'hypothèse principale de l'accusation, le samedi 1er juillet 2017, profitant de l'absence de sa femme, Juan a contacté Rosalia et lui a demandé de le rejoindre. Comme mentionné précédemment, ce jour-là, plusieurs appels téléphoniques ont eu lieu entre Rosalia et Juan, le dernier ayant été initié par l'accusé. Cet appel n'a duré que 30 secondes, mais ce laps de temps aurait suffi à Juan pour indiquer le lieu et l'heure exacte du rendez-vous. Il est supposé qu'en retrouvant Rosalia, Juan aurait fait usage de la force pour la contraindre à monter dans sa voiture et éteindre son téléphone portable. Dès ce moment, le signal émis par le téléphone de la jeune femme est devenu indétectable. Selon la chronologie approximative des événements établis par les procureurs adjoints, Juan aurait pris la route avec Rosalia en direction de la commune de Golondrina. À un moment donné, l'accusé lui aurait porté un coup à la tête, causant ainsi sa mort. Il aurait ensuite parcouru quelques kilomètres supplémentaires jusqu'à un ruisseau pour se débarrasser du corps. Au cours de l'audience, le procureur a de nouveau présenté toutes les preuves admises dans le cadre de l'affaire. Outre le rapport des experts de l'Institut de médecine légale, l'accusation disposait des dépositions de plusieurs témoins, des protocoles de recherche, des résultats des analyses ADN et des conclusions des experts en criminalistique. Le dossier comprenait également des informations fournies par les compagnies de téléphonie, notamment des données relatives aux appels et aux messages, ainsi que des informations sur la géolocalisation qui ont pleinement soutenu les arguments de l'accusation. En outre, les procureurs adjoints disposaient du témoignage de Macarena, l'une des belles-filles de Juan, âgée de 20 ans. Elle a affirmé que son beau-père avait quitté la maison vers 21h ce soir-là et qu'elle ne l'avait pas vu revenir. Ce témoignage contredit les déclarations de l'accusé qui a maintenu qu'il s'était endormi tôt ce soir-là et n'avait pas quitté son domicile. Un autre élément de preuve, bien que circonstanciel, concernait le comportement inapproprié de Juan envers des adolescentes. Cette information était fondée sur le témoignage d'une jeune fille qui aurait été victime de son comportement obscène alors qu'elle n'avait que 12 ans. De plus, d'autres éléments ont révélé que Juan avait eu des problèmes dans l'établissement scolaire où il enseignait occasionnellement, tous liés à ses relations avec des mineurs. En novembre 2019, les proches de Rosalia ont changé d'avocat. Quelques mois plus tard, en mars 2020, la nouvelle représentante légale de la famille, Carolina Walker, a déclaré qu'après avoir examiné le dossier, elle avait constaté que l'enquête ne prenait pas en compte certains aspects liés au genre. Elle a également jugé étrange que Juan n'ait jamais été accusé d'avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle de Rosalia, alors même que leur relation amoureuse avait commencé bien avant que la jeune fille n'atteigne la majorité. En outre, Carolina a affirmé que lorsqu'elle avait commencé à recueillir des informations sur les crimes potentiels commis par Juan, il lui était apparu clairement qu'elle avait affaire à un véritable prédateur. Elle n'a donc pas exclu la possibilité d'affaires parallèles futures liées à ces crimes. Le procès principal qui s'est tenu au tribunal de Vera s'est ouvert le mardi 7 juillet 2020, soit 3 ans après la disparition de Rosalia et 2 ans après la découverte de ses restes. En raison des mesures de distanciation sociale imposées par la pandémie, seuls les principaux représentants des parties étaient présents dans la salle d'audience. Tous les autres participants au procès, y compris les membres des médias et divers experts, se trouvaient dans d'autres espaces du palais de justice. Compte tenu de l'importance publique de l'affaire et des restrictions déjà annoncées, plusieurs organisations féministes qui soutiennent activement les proches de Rosalia ont demandé aux autorités de retransmettre quotidiennement le déroulement du procès. Dans son discours d'ouverture, le procureur Gustavo Latorre a annoncé son intention de demander une peine de réclusion à perpétuité pour l'accusé. Et les raisons ne manquent pas. La principale réside dans le fait que la victime a toujours entretenu une relation profondément déséquilibrée avec l'accusé.
Juan exerçait non seulement un contrôle total sur elle en tant que personne, mais il la maltraitait également sur le plan social. En outre, il la sollicitait régulièrement pour des relations intimes en échange d'argent ou de petits cadeaux, créant ainsi une forme de dépendance à son égard. Lorsque Rosalia est tombée enceinte, il s'est tout simplement désintéressé d'elle et a refusé de reconnaître leur enfant commun. Par conséquent, la peine requise n'est en rien disproportionnée par rapport à l'ampleur du préjudice infligé à l'ensemble des membres de la famille Hara. De son côté, l'avocate des parents de la victime, Carolina Walker, a vivement critiqué l'attitude des autorités lors du signalement de la disparition de la jeune femme. Elle a souligné qu'au début, les forces de l'ordre n'avaient fait preuve d'aucune diligence dans la recherche de Rosalia et, de manière générale, n'avaient pas pris l'affaire au sérieux. Elle a également rappelé que les restes de la jeune femme n'avaient pas été découverts par la police, mais par 2 chasseurs. En outre, Carolina a affirmé qu'elle soupçonnait l'un des policiers d'avoir prévenu Juan des soupçons qui pesaient sur lui. En conséquence, toutes les informations compromettantes ont disparu peu avant son arrestation. Au cours du procès, qui a duré environ 1 mois, une centaine de rapports d'expertise ont été présentés. En outre, des informations détaillées concernant les communications téléphoniques entre Rosalia et l'accusé le jour de sa disparition ont été exposées. On a ainsi appris que le dernier appel passé par Juan coïncidait avec l'heure approximative à laquelle la jeune femme avait quitté le bar. Peu après, le téléphone portable de Rosalia a été éteint. Outre les témoins ayant aperçu une voiture blanche similaire près du bar, d'autres ont affirmé avoir vu Juan quitter son domicile vers 21h et n'y revenir que 4h30 plus tard. Selon les procureurs, ce laps de temps était largement suffisant, tant pour commettre le crime que pour se débarrasser du corps. Un autre élément de preuve important, déjà mentionné, est la géolocalisation des téléphones par triangulation des signaux des antennes relais. Elle a révélé que, pendant un certain temps, les téléphones portables de Juan et de Rosalia se trouvaient à proximité l'un de l'autre dans la même zone géographique. Au vu de tous ces éléments, on peut affirmer que les représentants de l'accusation ont présenté une plaidoirie convaincante, exposant de manière détaillée l'ensemble des preuves directes et circonstancielles établissant la culpabilité de Juan Valdez dans ce crime. Ils étaient convaincus à 100% que la vie de Rosalia avait été brutalement interrompue par un acte de violence physique commis par l'accusé. Bien que la cause exacte du décès n'ait jamais été formellement établie, les anthropologues légistes estiment que Rosalia est probablement morte des suites d'un coup porté à l'os zygomatique gauche. Juan a également eu l'occasion de s'exprimer pour sa propre défense. Il a tenté de réfuter toutes les preuves présentées par les autorités, notamment l'accusation d'avoir intentionnellement endommagé son téléphone portable. En outre, l'accusé a soutenu qu'en concentrant leurs efforts uniquement sur lui, les enquêteurs avaient commis une grave erreur, les empêchant ainsi d'identifier la personne réellement responsable de la mort de Rosalia. Le 3 août 2020, le verdict tant attendu est enfin rendu. Le tribunal déclare Juan Valdez coupable de l'ensemble des chefs d'accusation. L'homme a écouté sa sentence, les yeux baissés. Un grand nombre de jeunes hommes et de jeunes femmes appartenant à diverses organisations de défense des droits de l'homme s'étaient rassemblés à l'extérieur de la salle d'audience. Tous avaient apporté un soutien constant aux proches de Rosalia et avaient suivi le procès à leur côté. Quelque temps après la condamnation, l'avocat de Juan a fait appel du jugement du tribunal de première instance. Lors de l'audience en appel, le représentant légal de l'accusé a soutenu que l'accusation n'avait pas apporté de preuves irréfutables établissant que Rosalia était effectivement montée dans la voiture de Juan le jour de sa disparition. En outre, l'avocat a désigné Aldo, le dernier compagnon de la jeune femme, qu'elle avait accusé à plusieurs reprises d'agression sexuelle, comme le véritable auteur des faits. Selon le représentant légal de Juan, le simple fait que son client ait eu un enfant avec Rosalia ne constitue en aucun cas une preuve qu'il aurait eu une raison valable de commettre un crime aussi grave. De leur côté, les représentants de l'accusation ont tenté de réfuter les arguments de la défense. Selon eux, dès le début de l'enquête, plusieurs pistes avaient été envisagées, mais elles avaient été écartées dès lors que l'ensemble des éléments de preuve avaient convergé vers Juan. Carolina Walker, représentante légale des parents de la victime, a approuvé les déclarations des procureurs tout en mettant en doute la bonne foi de l'avocat de Juan, l'accusant d'avoir sciemment déformé le dossier. Le 7 octobre 2021, la Cour d'appel de Vera a rendu son verdict. Dans une décision unanime, les 3 juges ont rejeté l'appel ainsi que la demande d'annulation du jugement déposée par l'avocat de Juan.
Ils ont ainsi confirmé le jugement prononcé précédemment par le tribunal de première instance, qui avait condamné l'homme à la réclusion à perpétuité pour meurtre avec circonstances aggravantes de violences sexistes. En outre, le ministère public a été chargé de mener une enquête interne sur l'infraction présumée commise par certains membres de la police de Fortin Olmos. La mort de Rosalia Jara a été une affaire qui a rassemblé le public et les mouvements féministes dans le nord de la province de Santa Fe. Elle a mis en lumière le problème des violences sexuelles, attirant l'attention des médias locaux et devenant un sujet central des débats politiques. Bien que les proches de Rosalia aient obtenu justice, cela n'a pas suffi à refermer leurs blessures. Aujourd'hui, vous découvrirez l'histoire de Cayetano Santos Godino, un criminel argentin souffrant de troubles mentaux et de pyromanie qui a commis une série d'agressions contre des enfants mineurs. Il est souvent considéré comme le premier tueur en série de l'histoire du pays. Cayetano Santos Godino est né le 31 octobre 1896 à Buenos Aires dans une famille d'immigrés italiens. Les Godino vivaient dans une extrême pauvreté, logés dans une maison modeste située dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Selon certaines sources, il n'avait même pas de salle de bain. Le père, Fiore Godino, travaillait comme gardien de phare et était profondément alcoolique. Avant la naissance de Cayetano, il avait contracté la syphilis. Ainsi, le petit Cayetano, comme les autres enfants de cette famille nombreuse, était en mauvaise santé et souffrait d'une entérite congénitale. Durant ses premières années, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Fiore était également d'un tempérament violent et infligeait régulièrement des sévices à ses enfants, utilisant une ceinture en cuir ou un bâton en bois. Sa femme ne faisait pas exception et subissait elle aussi des violences. Pourtant, c'est sur Cayetano que Fiore semblait concentrer toute sa rage. Les premières années de sa vie, le jeune Godino les a passées dans la rue. Dès l'âge de 5 ans, il a commencé à fréquenter l'école, mais il a changé plusieurs fois d'établissement. Il se distinguait par une totale absence d'intérêt pour l'apprentissage et montrait des aptitudes très limitées. En parallèle, Cayetano faisait preuve d'une extrême agressivité, notamment envers ses camarades et ses enseignants, ce qui lui a valu d'être régulièrement renvoyé. Certains professeurs le qualifiaient sans détour d'idiot, d'imbécile ou de retardé mental, tant il semblait incapable de comprendre les leçons. Son état de santé était tout aussi préoccupant que ses capacités intellectuelles. Il souffrait de maux de tête fréquents, souvent accompagnés de fièvre, qui le contraignaient à rester alité pendant de longues périodes. Cayetano était également sujet à des vomissements et à des diarrhées chroniques, ce qui, selon certains experts, aurait freiné son développement physique. Sa taille, qui n'a jamais dépassé 1,50 m, en est un triste témoignage. En plus de ces troubles, le garçon se distinguait par un comportement particulièrement conflictuel. Ni son père, ni sa mère, ni ses frères et sœurs ne le supportaient à la maison. En réalité, même les voisins, en le voyant approcher, s'empressaient de fermer leurs volets pour ne pas entendre le flot d'insultes qu'il leur lançait constamment. Dès cette époque, il était surnommé El Petizo Orejudo, le garçon aux grandes oreilles, en raison de son apparence singulière. En grandissant, il n'a jamais appris à lire ni à écrire autre chose que son propre nom. Cela n'a rien d'étonnant puisqu'il a quitté l'école après seulement 3 ans. Cayetano a également commencé à fumer et à boire très jeune, même selon les normes locales. Il volait des bouteilles de vin aux sans-abri qui erraient dans les ruelles de ce quartier défavorisé. Son passe-temps favori consistait à rôder dans les terrains vagues où il s'amusait à allumer de petits feux et à torturer des animaux. Godino a commis son premier crime, l'agression brutale d'un enfant de 2 ans, le 28 septembre 1904, alors qu'il n'avait pas encore 8 ans. Il a conduit le petit Miguel dans un endroit isolé, l'a frappé à plusieurs reprises et l'a laissé dans les buissons. Un policier qui passait par là a découvert les 2 enfants. Ils ont été emmenés au poste de police où leurs parents sont venus les récupérer. Bien que l'agression ait été particulièrement violente, les policiers n'ont pas imaginé qu'ils avaient affaire à un futur criminel dangereux. 1 an plus tard, Cayetano a de nouveau été arrêté. Cette fois, il avait attaqué une fillette de 18 mois, la frappant à la tête avec une pierre. Par chance, les blessures de l'enfant n'étaient pas graves. Dans les 2 cas, malgré la gravité des actes, le jeune délinquant n'a été que brièvement placé en état d'arrestation avant d'être rapidement relâché. Cayetano a commis son premier meurtre le 29 mars 1906. Ce jour-là, la police a été alertée de la disparition d'une fillette de 3 ans, Maria. Les autorités ont fouillé toutes les maisons, qu'elles soient habitées ou abandonnées, ainsi que presque tous les terrains vagues, mais aucun indice permettant de retrouver l'enfant n'a été découvert. Ce n'est que 6 ans plus tard que la famille de la fillette disparue a finalement appris la vérité. Le 5 avril de cette année-là, le jeune Godino, alors âgé de 9 ans, a été conduit au poste de police par son propre père. Fiore Godino a déclaré qu'il ne pouvait plus contrôler son fils et a demandé aux autorités de l'incarcérer. Il a accusé Cayetano d'être un enfant profondément instable, faisant preuve d'une cruauté gratuite envers les animaux. Peu avant cet acte désespéré, Fiore avait découvert sous le lit de son fils une boîte remplie de restes d'oiseaux mutilés.
Ironiquement, le père de Cayetano était lui-même un homme violent, mais même lui a été profondément troublé par le comportement antisocial de son fils. À la suite de cette dénonciation, le jeune Godino a été envoyé dans une colonie pénitentiaire, d'où il a été libéré après 2 mois d'incarcération. Le 9 septembre 1908, Cayetano a tenté de noyer un garçon de 2 ans, Severino, en lui plongeant la tête dans une auge à chevaux. L'enfant a miraculeusement survécu grâce à l'intervention d'un propriétaire de bodega qui passait par là et a été témoin de la scène. L'homme a immédiatement maîtrisé l'agresseur et a alerté la police. Cayetano n'était resté au poste que 24 heures. Il a réussi à se justifier en affirmant qu'il n'avait pas tenté de noyer l'enfant, mais qu'au contraire, il avait essayé de le sauver. Le 15 septembre de la même année, soit seulement 6 jours après son arrestation, Cayetano a de nouveau attaqué un enfant. Il l'a emmené dans un terrain vague et a tenté de lui brûler les paupières avec une cigarette. Heureusement, la mère de l'enfant est arrivée à temps et a empêché le pire. L'agresseur a cependant réussi à s'enfuir. Après cet incident, Cayetano est retourné chez ses parents, mais son comportement n'a cessé d'empirer. Souvent ivre, il traînait dans le quartier, semant le trouble. Épuisé par la situation, ses parents ont décidé de l'envoyer à nouveau dans une colonie correctionnelle pour mineurs. Cette fois, Godino y était resté 3 ans. Pendant cette période, il a suivi plusieurs cours obligatoires et a appris à lire des mots syllabe par syllabe et à compter jusqu'à 100. Mais cette tentative de rééducation n'a eu aucun effet sur lui. Le 23 décembre 1911, après plusieurs années passées en colonie correctionnelle, Cayetano revient chez ses parents. Ces derniers espéraient que cette expérience l'aurait ramené à la raison, mais il n'en fut rien. Ils lui ont même trouvé un emploi d'apprenti dans une usine locale, mais il n'y a travaillé que quelques mois avant de retomber dans le vagabondage et de reprendre son mode de vie habituel. À la même période, il a recommencé à souffrir de violents maux de tête, ce qui, selon ses propres mots, a intensifié son désir de faire du mal aux autres. Le 7 janvier 1912, Cayetano a déclenché un incendie majeur dans un immeuble de la ville. Les pompiers ont mis près de 4 heures pour maîtriser les flammes. L'incendiaire a été arrêté et lors de son interrogatoire, il a déclaré avoir allumé le feu uniquement pour observer les dégâts qu'il pouvait causer. Cette fois encore, Godino n'a passé que quelques jours en détention. Le 25 janvier de la même année, il a commis un nouveau crime. Le meurtre d'un garçon de 13 ans nommé Arturo, dont le corps à moitié nu a été retrouvé dans une maison abandonnée. Cette atrocité a provoqué une vive émotion dans la société. Selon certains rapports, les autorités ont d'abord soupçonné 2 hauts fonctionnaires et ont même enquêté sur eux pendant 6 mois. Cette piste n'a toutefois pas été confirmée et l'enquête n'a pas abouti. Le 7 mars 1912, Cayetano a mis le feu à la robe d'une fillette de 5 ans à l'aide d'une allumette, après l'avoir attirée dans un endroit isolé. La victime a agonisé pendant 16 jours avant de succomber à ses brûlures à l'hôpital de la ville. Le 8 novembre de la même année, Cayetano a attiré le petit Roberto, âgé de 2 ans, en lui promettant des bonbons. Il lui a ensuite attaché les mains et les jambes avant de tenter de l'étrangler avec son garrot préféré. Par chance, l'enfant a survécu et l'agresseur a été arrêté par un passant. Emmené au poste de police, Cayetano a affirmé avoir trouvé l'enfant déjà ligoté par quelqu'un d'autre avant son arrivée. Faute de preuves suffisantes, il a été relâché le jour même. Entre le 16 et le 20 novembre, 2 autres agressions contre des mineurs ont eu lieu. Mais dans les 2 cas, l'agresseur a pris la fuite, effrayé par des témoins. Heureusement, les victimes n'ont pas été blessées. Le 3 décembre 1912, vers 10 h du matin, un homme nommé Pasquale ouvrait, comme à son habitude, son atelier situé dans une maison de rapport du quartier. Son fils de 3 ans jouait habituellement à l'entrée. Par inadvertance, Pasquale a perdu de vue son fils pendant quelques minutes. Lorsqu'il est retourné le chercher, l'enfant avait déjà disparu. Affolé, le père s'est précipité à l'extérieur, mais malgré ses recherches initiales, il n'a pas trouvé l'enfant. C'est alors qu'il a compris que son fils avait réellement disparu. Après avoir parcouru plusieurs rues, Pasquale est arrivé devant un vaste terrain vague. Là, il a croisé un adolescent aux grandes oreilles, Cayetano Godino. Pasquale lui a demandé s'il avait vu un petit garçon. Cayetano a secoué la tête et a répondu par la négative. Puis, comme si de rien n'était, il a conseillé au père d'aller chercher de l'aide auprès de la police. Pasquale a poursuivi ses recherches, tandis que le jeune homme aux cheveux courts et aux oreilles proéminentes s'éloignait tranquillement. Quelques heures plus tard, Pasquale découvre le corps de son fils dans l'enceinte d'un bâtiment abandonné. L'enfant avait les mains et les pieds ligotés et une corde enroulée 13 fois autour de son cou. Mais le plus effroyable restait à découvrir. Dans l'une des tempes du garçon, un clou de 10 cm avait été enfoncé, vraisemblablement à l'aide d'une pierre retrouvée à proximité. Les officiers de police ont mené une série d'entretiens avec des témoins potentiels vivant à proximité de la scène du crime. Une jeune fille interrogée a affirmé avoir vu le garçon, peu avant sa disparition, en compagnie d'un adolescent aux cheveux courts et aux grandes oreilles. Les inspecteurs chargés de l'enquête ont rapidement établi un lien entre ce crime et des agressions antérieures contre des enfants. Pourtant, bien que Cayetano soit le principal suspect,
il ne dispose pas encore de preuves suffisantes pour l'arrêter. Quelques jours plus tard, une cérémonie d'adieu a été organisée pour l'enfant. Les membres de la famille étaient profondément bouleversés par la mort atroce de leur garçon. À un moment donné, le père du défunt a vu Cayetano entrer dans la maison. Il a d'abord pensé qu'il venait présenter ses condoléances, comme l'avaient fait d'autres voisins. Cependant, Cayetano s'est immédiatement dirigé vers le cercueil où reposait le corps de l'enfant. Il a alors saisi la tête de la victime et l'a tournée sur le côté, comme pour examiner la zone temporale où le clou avait été enfoncé. Ce comportement a semblé extrêmement suspect, et le père a aussitôt alerté la police. Dans les heures qui ont suivi, le domicile de la famille Godino a été perquisitionné, et Cayetano a été arrêté. Lors de la fouille de ses effets personnels, les enquêteurs ont découvert une coupure de presse relatant le meurtre d'un enfant. Interrogé à ce sujet, le détenu a déclaré que, bien qu'il ne sache pas lire, il avait reconnu la personne sur la photographie. Il a ajouté que, dès qu'il avait vu l'image, il avait ressenti un sentiment de satisfaction. C'est ce sentiment qui l'avait poussé à conserver l'article. En outre, au cours des recherches, une corde a été retrouvée. Ses caractéristiques correspondaient exactement à celles de la corde utilisée pour étrangler le fils de Pasquale. Finalement, malgré ses premières dénégations, Cayetano a fini par avouer sa culpabilité. Les enquêteurs soupçonnèrent Godino d'être impliqué dans d'autres agressions d'enfants. Ils ont donc intensifié la pression sur lui, et l'adolescent a fini par avouer toutes les atrocités qu'il avait commises. L'affaire du jeune homme aux grandes oreilles a eu un retentissement considérable dans la société argentine. Cayetano a été accusé de 4 meurtres, de 7 tentatives de meurtre et d'une série d'incendies criminels. Jusqu'alors, le pays n'avait jamais connu un tel cas. Un tueur en série aussi jeune, dont les victimes étaient exclusivement des enfants sans défense, était tout simplement sans précédent dans l'histoire de la nation. Par ailleurs, l'intérêt pour cette affaire a été renforcé par le développement croissant de la criminologie et, en particulier, par la théorie du criminel né. Cesare Lombroso, psychiatre italien et fondateur de l'anthropologie criminelle, avait étudié des centaines de criminels de son époque et conclu qu'ils présentaient tous des caractéristiques physiques spécifiques. Selon lui, ces traits étaient le résultat d'une régression évolutive naturelle s'étalant sur plusieurs générations. En d'autres termes, un criminel aurait presque toujours le visage d'un criminel. Lombroso décrivait ces individus comme ayant de grandes mâchoires, un front étroit, des pommettes saillantes, de grandes oreilles et des lèvres épaisses. Cayetano Santos Godino semblait correspondre parfaitement au profil criminologique décrit précédemment. Malgré son jeune âge, il était un tueur froid, totalement dépourvu de remords après avoir commis ses pires crimes. Les examens médicaux auxquels il a été soumis ont révélé que, outre la taille inhabituelle de ses oreilles, Cayetano présentait des bras anormalement longs et des organes génitaux disproportionnés. Ces particularités physiques ont été minutieusement consignées afin d'être utilisées dans le cadre des études sur le positivisme criminologique. Ces examens ont également révélé que le jeune homme portait au total 27 cicatrices sur le crâne. Il s'agissait apparemment de marques laissées par les violents passages à tabac que lui infligeait son père. D'après les résultats des tests psychiatriques, il a été établi que Cayetano n'était pas en mesure de prendre pleinement conscience de ses actes. En d'autres termes, il était considéré comme une personne irresponsable et mentalement instable. Cependant, il demeurait un criminel particulièrement rusé. Il se servait de son apparence inoffensive pour gagner la confiance des enfants. Il ciblait généralement les plus jeunes, plus faciles à manipuler. Godino leur offrait des friandises et les convainquait ensuite de le suivre dans un endroit isolé. Une fois à l'écart, il les attachait avec une corde qu'il portait en guise de ceinture, ce qui lui permettait de mieux les maîtriser pendant la torture. Bien qu'il ait parfois agi de manière impulsive, il peut être classé dans la catégorie des tueurs mixtes. Par définition, un tueur mixte combine des actes prémédités et des comportements impulsifs. Le 31 octobre 1914, un procès préliminaire a eu lieu au cours duquel le tribunal a déclaré Cayetano fou. En conséquence, le jeune criminel a été interné dans une unité fermée pour malades mentaux pour une durée indéterminée. Autrement dit, il ne serait plus jamais libre. La présence d'un patient aussi célèbre et agressif a semé l'inquiétude parmi le personnel et les autres détenus, et ces craintes étaient loin d'être infondées. Au début, Cayetano se contentait d'errer dans les couloirs, fixant les autres d'un regard menaçant. Mais peu après, il a tenté de passer à l'attaque. À la suite de cet incident, les autorités locales ont demandé son transfert vers une prison nationale. Ainsi, le 18 mars 1923, il a été transféré sous escorte à une prison située dans la ville d'Ushuaia, dans l'archipel de la Terre de Feu, surnommée la prison du bout du monde. Les conditions de détention dans cet établissement étaient particulièrement rudes. La température dans les cellules pouvait descendre jusqu'à 0 degré, même lorsque les poêles étaient en marche. Ouverte en 1902, la prison était destinée à accueillir des détenus particulièrement dangereux et des récidivistes. Le séjour de Cayetano en prison fut solitaire et éprouvant.
Sa famille ne lui rendit jamais visite. Redoutant la stigmatisation publique, elle décida de retourner en Italie, abandonnant Cayetano à son sort. Cela n'avait peut-être pas grande importance, car il lui était interdit de recevoir des visites, d'échanger du courrier ou d'en envoyer. De toute façon, cette interdiction restait avant tout théorique, car peu de gens souhaitèrent le voir ou correspondre avec lui. Par ailleurs, il n'a jamais réussi à établir le moindre contact avec les autres détenus. Il était constamment méprisé, insulté et battu. Certains le soupçonnaient d'être un indicateur. Cayetano Santos Godinho est décédé le 15 novembre 1944. Il avait alors 48 ans. La version officielle de sa mort indique qu'il a succombé à une hémorragie interne causée par un ulcère du duodénum. Cependant, une autre version, plus populaire, affirme que Cayetano aurait tué 2 chats errants, considérés comme les animaux de compagnie de certains détenus. Il les aurait jetés dans un chaudron en ébullition. Pour cet acte, il aurait été battu à mort. Les codétenus ont eux-mêmes précisé qu'en raison des températures glaciales et des conditions climatiques extrêmes régnant dans la prison, il était peu probable qu'il y ait des animaux de compagnie, surtout des chats. En revanche, ils n'ont pas démenti les rumeurs selon lesquelles Godinho aurait été lynché par d'autres prisonniers. Les circonstances exactes de sa mort demeurent donc entourées de mystères. Cayetano a été enterré dans le cimetière de la prison. En 1947, sa tombe a été profanée et des inconnus ont volé la croix, la plaque et sa dépouille. Depuis, des rumeurs circulent affirmant qu'un membre haut placé du personnel pénitentiaire aurait acquis ses ossements et les utiliserait comme presse-papier ou comme sinistre souvenir. Qu'il s'agisse d'une simple légende ou non, la vérité est que ces restes n'ont jamais été retrouvés. Aujourd'hui, un musée subsisterait dans le bâtiment de l'ancienne prison où une sculpture en cire grandeur nature de Godinho figure parmi les objets exposés.